Bonsoir tout le monde, donc bienvenue à cette séance des mardis au Sécu qui est donc organisée en collaboration avec le Labo Télé. Donc en petit mot d'introduction, Martha Boni, donc je travaille en télévision et en répondant disons à la demande qui émerge un peu du contexte d'aujourd'hui où les séries télé sont de plus en plus présentes. Donc, comme département, on a pu décider donc d'aller créer de nouveaux cours, une nouvelle offre et aussi des activités comme celle-ci pour offrir de plus en plus de possibilités d'étudier les séries télé. Donc, ces nouveaux objets qu'on connaît bien, mais qu'on a besoin de comprendre un peu plus. Donc, on a besoin de découvrir aussi avec des outils adaptés qu'on est en train d'explorer dans les différents cours. Dans le cadre également du Labo Télé. Donc, Labo Télé, c'est un laboratoire de recherche que j'ai créé et auquel collaborent donc plusieurs étudiants, qui est consacré à la recherche sur les formes et les plateformes de la télévision, notamment des séries télé et notamment à l'ère du numérique. Donc, on s'intéresse un peu à toutes les transformations du média télévisuel aujourd'hui. Donc, on a des séances ouvertes de travail, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais aussi, donc, on collabore avec le Sécu pour créer des contacts avec les professionnels. Et donc, je ne prendrai pas plus de temps pour présenter notre invité d'aujourd'hui. Bon, je vais juste dire qu'on est très content de vous avoir ici, Jotin Deschênes. Mais je vais vous le laisser donc le présenter par mon collègue André Gaudreau, en soulignant que la séance sera animée par un doctorant donc en télévision. Marc-Antoine, qui lui-même va céder beaucoup la parole à notre invité. Ben, je suis très heureux donc de vous voir ici présent pour vous présenter donc Jocelyn Deschênes. Avant d'aller plus avant vers lui, je vais quand même insister sur peut-être les circonstances qui font qu'une activité comme celle de ce soir est possible ici. C'est sûr que c'est possible parce que l'OCQ existe. L'OCQ, vous savez ce que c'est, la plupart d'entre vous. Donc, c'est l'Observatoire du cinéma au Québec qui a été fondé ici à l'Université de Montréal pour faire en sorte qu'on ait qu'on fasse des ponts avec, je disais tout à l'heure, la société civile, avec les spécialistes hors université, avec les professionnels, d'une part. D'autre part, par ailleurs, en études cinématographiques, vous savez que tout le monde, on a fait comme un virage télévisuel dans les années... un virage multimédiatique et extra-cinématographique dans les années 2000, depuis le début des années 2000, étant donné le brouillage des frontières et le fait que les frontières aient sauté de plus en plus entre les médias, en raison du numérique bien sûr, que donc ce virage télévisuel-là, ou ce virage vers les autres médias, est très sensible un peu partout dans tous les discours qu'on tient nous. Hein, j'aurais dit, moi, quelqu'un m'aurait dit il y a 20 ans, un jour tu dirigeras un colloque sur la télé, je serais mort de rire. Et finalement, j'en ai dirigé deux. Alors, ou co-dirigé deux. Parce que la télévision a gagné ses lettres de noblesse un peu plus, notamment en raison, bien sûr, des séries télé, mais aussi en raison du fait qu'on a arrêté de vouer un culte unique au Dieu cinéma, même si on doit continuer à le faire quand même. Il faut tenir compte des autres productions. Et les séries télé, notamment, ont été le fer de lance de cette reconnaissance de la télé comme support. Le mot support n'est pas le bon, mais peu importe, support éventuel de nouvelles œuvres qui sont intéressantes pour des gens comme nous, comme moi, en tout cas vous, je ne sais pas, parce que vous êtes arrivés avec la vague du numérique, mais comme nous, et comme Jocelyn, qui étions plutôt des cinématologues, entre guillemets. Le virage télévisuel, Jocelyn Deschênes, il l'a fait bien avant nous autres. Parce que Jocelyn Deschênes, il aurait pu être devant vous dans les classes ici, parce qu'il a fait sa maîtrise en études cinématographiques. Il a commencé un doctorat, puis finalement, il s'est fait happy again, par le monde de la télé. Et en plus, son mémoire était assez recherché. Ceux qui suivent le cours avec Martha et moi ont vu des extraits du Parsifal de l'opéra de Wagner de Cyberberg. Sachez donc que, je vais le citer tel quel, Jocelyn a fait son mémoire, un mémoire qui s'appelait Parsifal de Hans-Jürgen Cyberberg, un événement postmoderne.
Donc, l'événement, c'est intéressant, on travaille sur l'événement. Et on a vu des extraits, nous, de ce film fascinant dans le cours. Et donc, il pourrait nous en parler, mais c'est pas ça. Non. C'est pas de ça dont il va nous parler Non. ici. Et donc, après avoir fait ça, il a entamé des études de doctorat et il a fait donc son virage dans la mesure, télévisuel, dans la mesure où il est devenu directeur des acquisitions au réseau TVA, directeur des productions extérieures, directeur des émissions dramatiques. Donc, il est allé à la télé avant que nous fassions le même chemin. Peut-être que tu nous as ouvert le chemin d'une certaine manière. En tout cas, donc, on voit bien avec la carrière qu'il a menée que le mariage cinéma-télévision est quelque chose de possible et on le sait de plus en plus de toute façon avec ce qui se passe dans le monde des images animées. Maintenant, donc, il a donc fondé Jocelyn a fondé la société Sphère Média Plus, qui donc a mérité plusieurs prix, vous le savez, la plupart d'entre vous, j'imagine, notamment grâce à la série 19-2, qui est un must, je pense, de la production télévisuelle actuelle. Donc, je suis très heureux de céder la parole d'abord à Marc-Antoine Lévesque, et non pas Sébastien, qui va nous mettre en contexte. Bravo, puis merci, André, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci Martha, merci André. Monsieur Deschaines, bienvenue officiellement. Donc, comme ça a été répété, Marc-Antoine Lévesque, doctorant en études cinématographiques, mais profil télévision. Donc, c'est moi qui vais animer la conversation avec M. Deschaines. Donc, en gros, comme je l'expliquais un peu avant, on va faire un survol des productions que la compagnie, ou que M. Deschaines personnellement, ou la compagnie Sphère Média Plus a produit. Et donc, il y a un peu les points forts qui ont marqué l'histoire de la télévisuelle québécoise à travers ces productions. Donc, on va commencer un peu dès le début selon, disons, la fiche IMDb qui a des erreurs d'ailleurs. La fiche IMDb? Oui. Okay. Non, mais qui est la référence habituellement pour la liste des productions extérieures. Donc, on crédite Le Monde de Charlotte dans votre un seul épisode. Je ne sais pas si c'est à jour. Mais on donc, a fait 125. 120, c'est ça. Bon, donc, il y a une erreur là. Mais donc, début 2000, donc en 2000, déjà, Le Monde de Charlotte, pour les plus vieux d'entre vous, peut-être que vous connaissiez, c'était une série sur une jeune fille en milieu familial. Donc, ensuite, on est allé vers Deux Frères, qui était même pour l'époque... est-ce que vous connaissez Deux Frères, juste... Oui. Deux frères, on avait fait Deux Frères avant. J'avais fait Deux Frères et ensuite... De 99 à 2000, ouais, le Monde de Charlotte. Donc déjà, Deux Frères abordaient des sujets un peu moins abordés à l'époque à la télévision. Et pour une certaine génération, l'acteur Marc Beaupré avait un peu marqué par sa performance. Karine Vanasse. Karine Vanasse également, Benoît Langlais, Daniel Thomas, Élise Guilbeault, avec qui vous avez retravaillé plusieurs fois par la suite. Donc déjà là, on sent... juste au niveau de l'histoire, comme de l'intérêt narratif, des eaux, disons, moins explorées à la télé québécoise. Donc, ça, c'est juste pour faire un portrait vraiment au début. Et on va aller à un premier, comme on l'abordait un peu avant la présentation, qui a quand même changé un peu la donne, donc avec Rumeur, série scénarisée par Isabelle Langlois, qui est... Donc, une première série, je dirais, intéressante parce que du point de vue, qui aborde quand même le point de vue féminin, qui n'était pas inhabituel dans l'espace télévisuel québécois, mais qui, en fait, qui innove par la forme. Et on va voir un extrait un peu plus tard, donc vous allez comprendre ce que je veux dire, par la réalisation de Louis Choquette, qui est beaucoup plus vivante, beaucoup plus, pour ceux qui connaissent un peu les comédies à la télé, on a le classique sitcom, qui est filmé avec 4 caméras ou 5 caméras devant le public. Mais ce que Rumeur va commencer, du moins au Québec, c'est-à-dire que c'est filmé comme une fiction avec une seule caméra en studio et non pas devant le public. Donc déjà là, on change. Donc comment, est-ce que c'était voulu dès le départ de vouloir, je ne veux pas dire chambouler parce que c'est positif, là, mais de vouloir... aborder la comédie d'une nouvelle façon à la télé québécoise? Oui, tout à fait. Tout à fait. Même chose pour Deux Frères. On voulait, parce que toutes les comédies à l'époque étaient faites en studio, des sitcoms qui étaient faites avec 3 caméras au Québec et devant un public, principalement.
Et quand j'ai fait Le Monde de Charlotte, qui était un téléroman, mais on voulait arriver avec quelque chose d'un peu plus rythmé. Puis je faisais ça à l'intérieur des structures de Radio-Canada à l'époque, ce qui était déjà un défi en soi. On venait avec des caméras d'une lourdeur incroyable et il fallait faire le montage à mesure dans les salles. On n'avait pas le droit vraiment d'aller faire du montage parce que ça prenait trop de temps. Moi, j'ai amené le montage, j'ai amené les caméras isolées parce que ces caméras-là n'étaient pas isolées à l'époque. On les tournait, il y avait un aiguilleur qui passait d'une caméra à l'autre. Fait que là, on a décidé de tout isoler ces caméras-là et d'en faire un peu, d'amener ça un peu d'où je venais, du cinéma un peu, de dire on peut monter, on peut refaire ça au montage. Et quand j'ai fait Le Monde de Charlotte, qui était un sujet un peu particulier, c'était une jeune fille de 10 ans, je pense qu'elle avait 9 ans ou quelque chose du genre, et qui décidait au début de la série de voir un psychologue, et parce qu'elle trouvait que les adultes ne répondaient pas à ses questions. Et on voyait l'histoire de la famille à travers les yeux de cet enfant-là. J'ai refait ce pilote-là pour NBC il y a 4 ans, à Los Angeles, alors qu'on avait fait ça il y a 12 ans, 13 ans. Et on a refait la même série, on a fait un pilote pour le réseau NBC avec la même histoire. Ça c'est pas allé en ondes, mais quand même, ils ont acheté le pilote. Donc, quand j'ai fait cette série-là, rapidement, j'ai rencontré Isabelle Langlois, qui était, elle, une des auteurs, parce qu'on faisait à l'époque, il y a une année qu'on a fait 32 épisodes de Charlotte, 32 demi-heures. Et c'est tout Richard Blémer qui écrivait ça. Et une année, on a dit, bien, ça va nous prendre d'autres auteurs. Et une de ces auteurs-là, ça a été Isabelle Langlois, que j'ai rencontrée. Et on s'est mis à parler des sitcoms américains, puis des séries. Et on a décidé, il y avait Sex and the City qui allait sortir, ou qui était dans l'air, ou qui commençait, je pense. Aux États-Unis, c'était déjà aux États-Unis, ça commençait. Mais, ouais, j'imagine. On pense n'avait que la pas première Internet saison, comme aujourd'hui, là, fait que c'était plus long à nous arriver. Donc, moi, j'ai pris connaissance de Sex and the City après. Okay. Ouais, mais je sais elle savait ce que c'était. Et on a décidé de sortir une seule caméra et puis de faire une série humoristique sans audience et sans rire. Sans rire en canne. Sans rire en canne. On a décidé de faire ça. Ça a marché. Il y avait Louis Choquette. Louis Choquette qui avait travaillé avec moi sur Deux Frères, qui apportait aussi une caméra très légère, très mobile, extrêmement mobile même. Oui, on va le voir dans les extraits. Vous allez le voir. Ah, d'ailleurs, on va voir ça. Oui. Oh my God, ça fait un bout de temps. Je vous demande d'être de me pardonner pour l'éclairage et pour les caméras. Tout ça, c'était des caméras pas possible. On n'avait pas d'éclairage. Ça sort quand même bien, je vous rassure. Ouais, j'ai hâte de voir ça. C'est un ratio de 4:3 en plus. Ouais. Donc, on a décidé de faire ça et de le faire dans des studios, mais on a essayé de le faire le plus possible comme si on était en location. Okay. Donc, le rendre le plus vivant possible. Et la caméra devient extrêmement importante. Mm-hmm. Et l'éclairage. Mais sur ce point, à moins que vous aviez d'autres choses à ajouter, vu que vous avez déjà un peu commencé les points suivants, on va regarder, j'avais oublié de vous montrer, pour ceux qui n'ont pas connu Le Monde de Charlotte, c'était le premier rôle de Catherine Brunet, qui est quand même connue aujourd'hui, et Deux Frères, c'était l'autre série. Donc, sur les points de vue féminins, donc Rumeur. Je veux juste faire une mise en contexte. J'ai fait un petit montage à partir des DVD, donc la qualité n'est pas en 1080 comme on peut connaître aujourd'hui. Mais juste pour une mise en situation, c'est l'histoire de Esther Bérubé, interprétée par Linda Johnson, qui est au centre, qui est éditrice en chef, journaliste, qui laisse tomber qui quitte son emploi. Et qui va essayer de décrocher un emploi à la revue Rumeur, une revue féminine. Donc, c'est ses aventures à elle et Benoît Dumais, qui est un journaliste sportif qui va être un peu forcé à cause de moyens financiers précaires à devoir accepter un emploi au sein de la revue Rumeur. Et de sa meilleure amie, Esther Bérubé, qui est interprétée par Geneviève Brouillette.
Donc, c'est un peu la mise en situation. Vous allez voir, c'est un montage des 2 premiers épisodes qui ont été diffusés en 2002 et qui sont réalisés par Louis Choquette, les 2. Je suis pas là! Ah, Esther! Comment ça va, ma grande? Hey, j'ai lu Le Nouveau Monde du Star hier soir. C'est de la belle ouvrage. Je suis contente que ça vous ait plu. Ben oui, j'attends. C'est un des highs de ma journée, ça, attendre. Moi, les incompétents, ça me tue. Prenez votre temps, je suis pas pressée. Ben moi, je le suis. J'ai 20 minutes à t'accorder. Bon, ben, tant qu'à attendre, on va se parler? C'est ton CV? Oui. Le Monde du Star. C'est un genre de journal, ça? C'est quoi le tirage? 150. 1000? Non, juste 150. Puis, qu'est-ce que ça dit, à part que t'as de l'expérience, un cégep fort, que t'aimes la lecture, puis que tu rêves de travailler ici? Ben, je crois pouvoir apporter une nouvelle vision à votre publication. Ben, il est à peu près temps! Pardon? Mais non, pas toi, lui, là. Ben, remets-moi pas sur le hold! Moi, si je pogne le malade qui a inventé le piton de hold. Bon, qu'est-ce que tu vas faire pour augmenter mes tirages si je t'engage? Mais d'abord, je pensais rajeunir la maquette. On touche pas la maquette. Je l'ai fait refaire 3 fois. Ça m'a coûté un bras, puis ça m'a jamais apporté un lecteur de plus à long terme. Quoi d'autre? Comme vos lecteurs sont en majorité des femmes, je pensais introduire une série d'articles sur des choses qui intéressent les femmes, mais écrits du point de vue d'un gars. Qui? Hein? C'est qui le gars qui donnerait son point de vue? Parce que si c'est ton cousin, je serais pas intéressée. Tu dois pas avoir un nom en tête. Oui, j'ai beaucoup pensé. Je me suis dit que ça nous prend un gars qui a des idées. Ça nous prend un gars qui pense pas comme tout le monde. Puis, t'as pensé? Benoît Dumais. Si t'es capable de m'amener Dumais, je vais trouver ça bien dur de pas t'engager. Bon, est-ce qu'on peut parler d'une rencontre avec Dumais, disons, vendredi? Il y a des petits problèmes techniques pour ce bout-là. Trop rapide. Pas du tout. C'est l'affaire d'un coup de téléphone. Tu sais que c'est le seul journaliste à Montréal qui a un fan club de monde qui se lève la nuit pour elle. C'est pire que ça. Ce que je peux te dire, c'est qu'il va te faire regretter Monsieur Star Vertical. Non, c'est toi qui m'as fait postuler là. Ben, je t'ai jamais dit du bande Benoît Dumais, franchement. Il a fallu que je trouve quelque chose. Elle faisait des transactions bancaires par téléphone pendant mon entrevue. Mais c'est que t'as dû retenir son attention. Tu sais pas encore, mais t'as tellement besoin d'un drink, là. Et à la prochaine fois, là, viens m'emprunter du linge avec. Benoît Dumais? Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est, l'humeur. Attends, avant de commencer, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Je sais que ça part la conversation d'une... J'aime mieux vous le dire tout de suite. J'ai un chum. Ouais, j'allais dire que j'ai essayé
qui donne une entrevue pour te dire que ton magazine m'intéresse pas, mais là, évidemment, si t'as un chum, ça change tout. Ah mon Dieu, je sais pas du tout pourquoi j'ai pensé. Qu'est-ce que je disais déjà? Tu disais que t'avais un chum. Est-ce que je peux le savoir? Un café, s'il vous plaît, merci. Même chose. Oui, comme j'avais commencé à vous le dire au téléphone, Rumeur cherche une perspective masculine sur des sujets féminins. On veut créer une communication organique entre le lecteur... Organique. Quoi, ça se dit? Ce que je veux dire, c'est que je privilégie une communication verticale entre le lecteur... Pas longtemps, là, organique ou vertical, il m'intéresse pas ton magazine. Oui. Vous pourriez écrire ce que vous voulez. C'est moi écrire sur les vertus du bas culotte à pompe renforcée. C'est sûr qu'il y a des articles plus légers, mais j'ai justement l'intention d'ouvrir sur la littérature, sur les sciences, les arts. Ah oui, sur les sciences? Oui. Ah oui. Ah oui, quelque chose comme Hubert Reeves raconte sa liposuction. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est vrai, j'oublie que tu es un intellectuel qui écrit sur des millionnaires qui ont des secondaires 5 puis qui courent après des pucks de hockey. As-tu peur que tes amis pensent que t'es plus un homme parce que tu travailles dans un magazine féminin? Excuse-moi, là, es-tu en train de me faire une crise parce que je refuse ta job? Non, ce que je trouve plate, c'est que si tu prends pas la job, j'aurai pas le plaisir de te mettre à porte. Sarcastique, vraiment ironique. Problème technique, là. Il veut rien savoir, il était au-dessus de tout. Ouais, mais est-ce qu'il est cute? Coudon, m'écoutes-tu? Je sais pas, là, j'ai perdu intérêt rendu à organique et vertical. Ça se dit une communication organique, ça se dit. Salut. Salut. Prêt pour le grand jour? Depuis le temps que je rêve d'écrire un article de fond sur le traitement des varices. Ah, c'est vrai que ça va te changer de la renaissance du curling amateur. J'ai trouvé des articles sur Internet. Fais une commande, OK? Pas pour te lancer, mais ton article, c'est quoi encore comment retenir ses larmes quand la tension monte dans le journal du Cercle des femmes d'affaires? Vraiment inspirant. C'était une commande. Mais c'est ça, vous lui enverrez une mise en demeure. Hey, veux-tu que je passe derrière tout le monde? On est à 5 heures. Je peux pas être à 2 J'ai trouvé le CV de la nouvelle rédactrice en chef. Elle a presque pas d'expérience dans le magazine. J'étais rack à linge avant d'être engagé ici comme styliste. J'étais mannequin dans des magazines. Elle, sa big affaire, c'est qu'elle a fait un certificat en communication. Hello! Ça tente pas d'attendre qu'elle arrive avant de commencer à le lire. Moi, j'aime ça avoir un petit peu de silence avant de commencer ma journée. Silence. All right? Et quoi d'autre? Tu peux me faire ta Non, demande, mais hein? pas pour un 10, là, je pourrais te faire ta commande. T'as même pas assez d'argent, espèce de petit pendant de brébeuf qui essaie de se faire passer pour un tough gauche à la gomme. Vous avez déjà tous rencontré Esther et tout le monde connaît Benoît Dumais. Je vais pas vous dire quoi faire, mais à votre place, j'essaierai de me mettre de son bord. Cette semaine, Esther va nous regarder aller, puis elle va prendre le train en marche pour la réunion de production du prochain numéro. Des questions? Excellent. Les présentations maintenant? Émilie Lewis, qui s'occupe de tout ce qui est psychotest, psy-pop, enfant intérieur, syndrome de Peter Pan, de Cendrillon, etc. Franck Laliberté, directeur artistique. Sandra McLaren, styliste. Bonjour. Jacinthe, va dire à Lanto que si j'ai pas son cul dans sa chaise dans 15 minutes, il peut commencer à se chercher du travail pour le catalogue Rona. Esther, tu voulais dire quelques mots? Alors, tout comme moi, au début, vous devez vous demander pourquoi Benoît Dumais est sexy. Et est ici. Pourquoi Benoît Dumais est ici? Ça fait partie des coups de théâtre que je réserve à nos lectrices. C'est l'auteur britannique David Lodge qui disait que les médias diffusaient une culture du commérage. Lisa McLuhan. Pardon? C'est pas Lodge qui a écrit que les médias diffusaient une culture du commérage, c'est McLuhan, Marshall McLuhan. Non, je pense pas, non? Oui, dans le Standing Media publié en 64. En tout cas, c'est pas grave, là. Lanto, t'es en retard. Excusez. Charles? Hey, que le monde est petit. C'est toi le photographe? Ah, écoute, je pensais vraiment pas quand je suis parti ce matin qu'on allait se revoir si tôt.
Vous vous connaissez? Charles connaît toutes les belles filles à Montréal. Arrêtez donc, vous allez la mettre mal à l'aise, là. Non, on se connaît pas. Mais pas comme ça, en tout cas. On s'est juste croisés ce matin. Mais pas chez nous. Chez nous, c'est une amie. On a une amie commune. Qu'est-ce qui se passe dans les chambres à coucher? Est-ce que je pourrais te voir dans mon bureau, s'il te plaît? Il est où, mon bureau? Ça s'engueule, ça se crie des noms, ça se contredit. Non, mais vous allez voir, je suis pas comme ça, hein. Vous allez voir quand vous allez me connaître un peu mieux, là. Je suis quelqu'un de très conciliant qui cherche le compromis. Bord de fer, c'est nécessaire. Je suis très conciliante. Conciliante. Puis d'habitude, tu concilies avant ou après avoir arraché les yeux à tes victimes? Ça dépend des victimes, hein? Avec toi, ce serait avant et après. Êtes-vous un couple d'envie? Oh mon Dieu, non, surtout pas. Je vais dire ça comme ça, on dirait qu'elle t'a demandé si tu sortais avec un troc à vidange. Je vais te dire, ça n'a pas l'air facile de sortir avec toi tous les jours non plus. Hey, t'es pas gêné? Tu vois que c'est très le fun d'être mon chum. Oh! J'aime ça! C'est ça que je veux dans mon magazine, que ça dépeigne, que ça fesse. Je vous regarde aller tous les deux, là, puis ça me tente de prendre une chance. Hein? J'ai le feeling que ça serait vendeur. Qu'est-ce que vous diriez d'assumer conjointement la rédaction en chef du magazine? C'est un grand privilège de partager la responsabilité avec un journaliste d'expérience comme Benoît. Mais quand on a discuté de sa collaboration... Ça paye combien? Est-ce que je peux entrer? C'est quoi le mot de passe? Je suis une folle finie, je devrais te fouetter avec des clous pour ce que je t'ai dit. J'ai des sushis puis du saké. Entre. Je te promets que pour les 6 prochains mois, on parlera plus de moi. Mais je veux quand même te dire, parce que ça va te faire du bien, que j'ai passé une des pires journées de ma vie. Combien de pire? Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 1000. C'est vrai. Je me sens un peu mieux. As-tu des exemples? Tu as eu l'air folle juste pour que je comprenne mieux? Si je te dis que je suis rendue demi-rédactrice en chef avec Dumais, comment t'aimes ça? Je suis saquée. As-tu cité des grands auteurs? Oui, David Lodge. Tu peux pas t'en empêcher, hein? Et comment ça s'est passé? Une bonne puis une mauvaise nouvelle. Je suis co-rédacteur en chef d'un magazine de popoine. Puis la bonne? C'était ça la bonne. La mauvaise, c'est que Pierre-Paul est au courant puis qu'à l'heure qu'il est, tous mes chums le savent. Devrait arrêter de rire d'ici 2010. Ah, c'est ça les fleurs puis les midoles qui arrêtent pas d'arriver. T'as rien à voir là-dedans, toi, par hasard. Non, promis, j'aurais craché. Attends-tu quelqu'un? Un monde régi par les médias, la culture du commérage, extrait des 4 vérités, page 24, édition Rivage, imprimée en 2000. Commercial McLuhan, David Lodge. Donc, c'était un mélange des deux premiers épisodes. C'était pas monté aussi saccadé, non? Non. C'est Yves Bélanger qui avait fait la photographie de ça. Oh. Yves Bélanger a fait la photographie de Jean-Marc Big Vallée. Little Lies. Il travaille avec Jean-Marc. Donc, Emmy nominé, Ouais, Oscar il y avait- nominé, je c'est crois, lui qui pour avait- voir. c'est lui qui avait fait la photo là-dessus. Donc, excusez. Mais ouais, donc pour revenir sur la forme, comme on avait commencé un peu à discuter, j'ai pris des notes, là. Mais une caméra presque subjective quand la patronne, la revue s'adresse au personnage de Linda Johnson. Des ralentis, une caméra presque toujours en mouvement. Beaucoup de scènes extérieures. Mhm. Donc, tout ça, pour mettre en contexte, en 2002, les grandes comédies, c'était comme La Petite Vie ou des espèces de devant public. Donc là, Catherine. on change. Catherine, qui est le dernier grand sitcom devant Mhm. public québécois.
qui joue d'ailleurs encore sur TV5. Mais donc, on change vraiment complètement de registre. C'est en grande partie, moi, ce qui rend vivant le tout, c'est la réalisation de Louis Choquette. Mais dans ce processus-là, comme... d'amener aussi James Heidman dans une comédie. Ça n'a pas été vendu dramatique. Comme ça, aussi facilement que ça aux diffuseurs, hein? Parce qu'évidemment, il ne le voulait pas, parce qu'il était vu comme étant tellement froid, tellement... Et ça amenait quelque chose d'autre, encore une fois, dans le monde d'une comédie plus standard. Alors que Linda Johnson arrivait de 4,5, qui était une autre comédie. Oui, 4,5, elle arrivait du téléroman, en fait. Ouais. Hein? Elle arrivait du téléroman. Et l'autre chose aussi, c'était les décors. Tout ça a été tourné en décor à l'ONF. J'ai eu les décors de l'ONF pendant 10 ans, je pense. Ce qu'on essayait de faire, tous les décors, il y avait même des plafonds. Il n'y avait pas de plafond avant, aussi bête que ça puisse être. Jamais les téléromans n'avaient de plafond parce qu'ils éclairaient par-dessus. Donc, nous, on a amené les plafonds, les fenêtres, et c'est là qu'on a décidé d'exagérer les éclairages de l'extérieur dans les fenêtres pour apporter un certain réalisme. Là, je m'aperçois que ça marche plus ou moins. Mais à l'époque, ça marchait. À l'époque, ça marchait bien. Donc, vraiment, comme juste au niveau du changement, vraiment complètement de la forme. Pour la suite, juste pour continuer dans les points de vue féminins, on va faire un tour rapide. Il y a venu Annie et ses hommes. Annie et ses hommes, qui était un téléroman. Téléroman, donc de 2000 à 2008. Donc, scénarisé par Bernard Dansereau et Annie Pirard. Annie Pierrard, qui ont écrit L'Imposteur, entre autres. Non, il n'y a pas de problème. Et Tabou à TVA, scénarisé par Anne Boyer et Michel Dastou. À Tabou est plus un drame familial, mais Annie et ses hommes est vraiment concentré sur le personnage de Guylaine Tremblay. C'était le personnage d'une femme très forte, qui a marqué très actuelle. Un couple très moderne à l'époque. Oui. Donc, ensuite, Les hauts et les bas de Sophie Paquin, interprétée par Suzanne Clément, pour ceux qui la reconnaissent, scénarisée par Richard Blémer. Il y a eu un spin-off ou une série dérivée. Penthouse. Donc, Penthouse 5.0. Les 2 séries pour Radio-Canada, Les hauts et les bas de Sophie Paquin de 2006 à 2009 et Penthouse en 2011. Ensuite, on retourne avec Isabelle Langlois, donc Mauvais Karma, de 2010 à 2012 pour 3 saisons, qui se concentrait sur 3 personnages féminins. Sur le point de vue féminin, disons, on va clore sur Nouvelle Adresse. Radio-Canada toujours pour 3 saisons, dont 2 avec Macha Grenon, pour une raison dont je n'expliquerai pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Scénarisé par Richard Blémer. Ce qui m'en vient à les collaborations. Juste avant les collaborations, comme je le disais, le point de vue féminin n'était quand même pas inexistant dans la télé québécoise, mais dans les premières années, disons dans les années 2000, votre liste de production a quand même un nombre assez élevé. Puis, en fait, ça m'en vient à une question par rapport au choix des projets, parce qu'il faut quand même défendre les projets auprès des diffuseurs. Donc, il faut croire en ces projets-là. Et donc, quel est le processus de choix? Est-ce que c'est... là, vous l'avez un peu expliqué avec Isabelle Langlois, vous l'aviez croisé, vous avez discuté, ou c'est un bon script qui tombe sur votre bureau? Quel est votre processus? Ou c'est complètement différent à chaque projet, en fait? Oui, moi, principalement, premièrement, Le Monde de Charlotte, c'était mon idée. Okay. J'avais engagé Richard Blémer pour l'écrire. Après ça, c'est des gens avec qui tu travailles. On avait fait, par exemple, un téléroman dans le temps que j'étais à TVA, parce que j'ai commencé à TVA comme directeur des acquisitions de films. Et à un moment donné, je me suis occupé des dramatiques. Et c'est là que j'ai rencontré Dastou Boyer, avec lesquels on a fait Le Retour, qui a fait, je pense, 10 saisons. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'un auteur a à dire. Honnêtement, là, quand on m'apporte un projet,
Il y a beaucoup de projets dont les idées sont intéressantes, mais qu'est-ce que l'auteur a vraiment à dire? Quel est son point de vue différent sur une chose? Et à partir de là, ça, c'est assez facile. Ben, moi, ça m'a toujours été assez facile à trouver, parce que quand tu es à l'écoute de ça et que c'est ça que tu cherches, tu le vois assez rapidement, ça. Après ça, ben là, il faut leur faire écrire un texte ou deux pour voir si ça se matérialise. C'était exactement ça pour Rumeur. Rumeur, elle m'a pitché son idée, elle m'a vendu son idée. Et après, là, j'ai dit, bon, ben écoute, j'ai tout de suite commandé un texte. Excellent texte. J'en ai commandé un deuxième, et là, je suis allé le vendre à Radio-Canada. Il y a des projets, des fois, qui me sont arrivés. J'ai absolument refusé de les faire parce que je ne me sentais pas capable d'aller les vendre. Il faut vraiment que tu y crois et que ce soit quelque chose qui t'intéresse. Bon, les choses qui m'intéressaient à l'époque, la famille, une vision moderne sur la famille, une vision moderne sur la génération dont on traitait à ce moment-là, ça m'intéressait. Ça me tentait d'aller les vendre. Un projet comme Covergirl que j'ai vu tout à l'heure, on arrivait avec une comédie qui se passait dans le milieu des drag queens. C'était pas évident. Oui, mais c'était intéressant. Moi, c'est un univers qui m'intéressait. Donc, principalement, c'est... En général, tu le vois dans une page si c'est intéressant ou pas. Je vais vous donner un exemple bien précis. Trop, la série Trop, qui présentement... Bon, Marie-André Labbé, c'est une des productrices qui travaille avec moi, qui a rencontré Marie-André. Marie-André a fait toutes sortes de choses, des collaborations sur des émissions à sketch. Elle a fait de l'écriture aussi pour des stand-up comiques. Et Sylvie Gaudreau est venue me voir à un moment donné. Elle dit, Jocelyn, j'ai rencontré Marie-André Labbé, vraiment une fille intéressante. Voici, elle m'a présenté un peu. Elle avait fait des séries web aussi. Des séries web qui étaient quand même assez populaires. Et elle me présente, elle me donne deux feuilles, ça s'appelait Trop. D'abord le titre. Je me suis dit, bon, Trop, oui, c'est intéressant. Et là, j'ai lu les deux pages avec elle. J'ai dit, regarde, fais-le venir. Pour s'assurer qu'elle a quelque chose à dire, puis que c'est quoi son point de vue. On a tout de suite commandé des textes. Mais combien il y en a qui viennent et... tu n'es pas sûr, tu regardes, c'est pas très clair. Parce que si c'est pas clair sur deux pages, ça ne sera jamais. Ça ne sera jamais. Parce que ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la personne est capable de créer un univers? Est-ce que cet univers-là va pouvoir prendre physiquement de l'espace? Et nous, après ça, comme producteur, moi, j'ai toujours vu mon métier de producteur comme étant celui qui va faire en sorte qu'elle puisse être écoutée, que cette voix-là puisse être écoutée. Donc, on essaie de voir quelle est la forme, la meilleure forme pour ce projet-là. Rumeur, j'ai amené Louis Choquette parce que je me disais, ça va aller. Il faut que tu choisisses un réalisateur qui va aller avec cette voix-là après ça. Parce que nous, dans le fond, comme producteurs, il y a toutes sortes de producteurs. Il y a des gens qui sont plus dans les affaires, mais si tu es un producteur qui veut vraiment, qui est attiré par le contenu, qui veut superviser tout ce qui va se passer autour de ce projet-là, il faut que tu vois lesquels éléments vont pouvoir aller ensemble. Yves Bélanger avec Louis Choquette, ça marchait. Parce que là, on parle de Jean Babin qui a fait les décors. Jean Babin a fait beaucoup de cinéma par la suite. Il commençait déjà à en faire. Il faut voir qui va ensemble. Avec Marie-André Poliquin, on a amené Louise Archambault. Parce que Louise Archambault avait fait des trucs. C'est une femme, premièrement. Oui. On avait un point de vue de femme. Et elle avait fait des trucs qui pouvaient nous amener... Chloé Robichaud, qui travaille sur ce projet-là aussi. On savait que Chloé allait apporter une vision très moderne, très actuelle, qui correspondait à cette génération. En fait, c'est Louise Archambault qui a réalisé la moitié de la saison. Louise a commencé et Chloé a pris la relève. Qui sont, pour faire un parallèle avec le cinéma, quand même deux cinéastes au Québec établis, une jeune, un peu plus d'expérience. Qui avait fait quand même des films importants. Oui, Familia avec... Louise Archambault avait fait comment ça s'appelait son film avec la jeune handicapée, là? Gabrielle. Voilà. Il y a eu Familia, Gabrielle. En fait, c'est Gabrielle qui m'a vraiment touché, moi, comme film. Et je voulais travailler avec Louise parce que Louise a une face... C'est pas facile.
Mais sur le plateau, c'est pas facile. Les acteurs ont de la difficulté à suivre, mais je sais qu'il va arriver quelque chose. On le sait, on le voit qu'il va arriver quelque chose. Donc, c'est un peu comme ça que je choisis les projets. Des fois, maintenant, j'ai des gens qui travaillent avec moi, beaucoup, qui sont passionnés par un projet. Bien, je les laisse aller et moi, je vais le vendre. Si vous croyez que votre équipe est Oui. Donc, question parallèle, mais est-ce qu'on va peut-être un peu sortir du processus de choix, mais est-ce que c'est plus difficile de vendre une série comme Rumeur à un moment où c'est absent de l'espace télévisuel québécois? Même si le point de vue féminin, je pense que au Québec, le Québec est assez réceptif à ce genre La télévision. La télévision est assez réceptive. est un médium qui s'adresse beaucoup aux femmes, souvent en fiction, en télévision québécoise. Oui. Mais est-ce que c'est plus difficile, là, je pense peut-être plus du côté de la forme. De vendre? Oui, de vendre la série à un diffuseur. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. C'est complètement différent. Maintenant, on va vers des marques qui sont beaucoup plus connues, par exemple, les pays d'en haut. Les gens prennent beaucoup moins de risques qu'ils en prenaient. Donc, un peu, si on peut faire un parallèle avec les super-héros hollywoodiens, on aurait l'équivalent ici. Tu as les Marvel, oui, c'est ça. On arrive avec des marques, on arrive avec des choses qui sont connues et des acteurs connus aussi, parce que c'est de plus en plus difficile de... Vous voyez, Isabelle Langlois, moi, je me souviens à l'époque, écoutez, on vendait des séries CoverGirl, je ne vendrais plus ça aujourd'hui, là. Ça serait difficile à vendre. Mais Isabelle Langlois n'avait jamais écrit. Richard Blamère n'avait jamais écrit. Il avait écrit, mais pour des émissions jeunesse. Oui, Isabelle Langlois, c'était Radio Enfer. Oui, il avait fait des trucs pour les émissions jeunesse. Richard aussi avait fait ça. Et Annie-Pierre Bernard Dansereau, il avait travaillé pour Fernand Dansereau, qui est le père de Bernard. Il avait travaillé sur quelques séries de téléromans comme deuxième auteur. Mais on pouvait arriver avec ces jeunes-là, on pouvait arriver avec ces gens-là. Marie-André Labbé, ça m'a pris 3 ans avant de la vendre. Ça a pris 3 ans avant que je réussisse à passer à Marie-André Labbé. Comparativement à, mettons, Rumeur, l'année même. Okay. C'est complètement différent. Fait que dans le fond, juste on résume, dans la différence au début des années 2000 à aujourd'hui, le sujet importe peu tant que vous y croyez. Qu'est-ce que tu veux dire? Le sujet importe peu pour les diffuseurs, pour moi? Non, pour vous. Ah non, le sujet importe. Le sujet importe, mais pour les diffuseurs, c'est plus... en fait, c'est le processus qui est plus compliqué. Maintenant, ils ont des obligations de résultats qui sont beaucoup plus importantes. Ils n'ont pas vraiment de marge de manœuvre avec l'argent qu'ils ont pour investir. Les nombreuses plateformes qui doivent... c'est la compétition. Puis on ne se cachera pas que des sociétés comme Radio-Canada, qui sont financées par le gouvernement, on leur demande de ne pas prendre de chance. Ils veulent avoir des auditoires. Alors, c'est la quête des auditoires et c'est ça qu'on leur demande de faire. C'est ça qu'ils acceptent de faire. C'est la même chose à CBC en anglais. Il y a des projets que je passais il y a 4-5 ans. C'est de plus en plus difficile de les passer. Ils veulent des choses sûres. Ils veulent être sûrs que ça va marcher là et que ça va fonctionner. Okay. C'est différent. Puis les sujets, je dirais qu'il y en a encore, des sujets là, qui sont plus... je sais pas, moi, j'ai pas vu Fugueuse, là, mais c'est un sujet qui est socialement qui avait l'air intéressant, là, mais j'ai pas vu la série. Mais tu vois, 19-2... On va y venir. Donc, c'est d'avant. Ouais. Je voulais revenir sur les collaborations. Bon, j'ai pris la peine de nommer les scénaristes et ou les réalisateurs dans le cas de Louis Choquette. Mais pour souligner le fait que vous avez souvent travaillé avec des mêmes, soit tandem ou groupes de personnes. Donc, Richard Blémaire est un nom qui revient souvent quand on consulte vos projets. Donc, CoverGirl, pour mettre mise en contexte, c'est diffusé en prime time sur Radio-Canada, si je ne me trompe pas, après Virginie. Je peux vous raconter rapidement? Oui, allez-y. CoverGirl, une série qui se passe dans le milieu des drag queens, une comédie, qui a commencé à 4 saisons. Ça s'appelait 4 saisons V. Oui, qui m'avait demandé une comédie plus particulière à l'époque. J'avais demandé à Richard de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire.
Et on était arrivé avec ça. Et eux, ils voulaient la faire, mais à un moment donné, est arrivé un nouveau patron qui était mormon. Alors, ça vous donne une idée un peu avec quoi on doit travailler, avec les problèmes qui peuvent se présenter. Donc, lui, il a dit, il est hors de question qu'il va y avoir une série avec des homosexuels ou des drag queens, ça. Ouais, on a dit, OK, c'est correct, on va à la Radio-Canada. Et ils nous ont tout de suite, c'est Mario Clément à l'époque qui était là, qui était très, très ouvert à ce genre de nouveautés ou d'idées originales. Et donc, on a commencé tout de suite. Et là, ils nous ont dit, vous allez être à 9h30. OK. Je ne sais plus quelle autre série qu'il y avait à l'époque, là, mais nous, on était à 9h30. Ça fait que là, nous, on fait une série pour 9h30. On se dit, ben, quoi que les heures en télévision québécoise, c'est assez flexible. Les gens sont assez ouverts à voir à peu près tout ce qu'on peut leur montrer. Là, ils sont capables d'en prendre. Mais à 9h30, et là, on m'appelle tout à coup, au bout de 3 mois de tournage, bien, sais-tu quoi? On pense que cette série-là, ça va être bon à 7h30. Là, je dis, non, c'est pas vrai, là, vous n'êtes pas sérieux. Qu'est-ce qu'on va faire? On a tout. On dit, ah, c'est pas grave, on va l'envoyer à 7h30. Bien, on l'a envoyé à 7h30 et les gens l'ont regardé. Ça a été un beau succès. La deuxième année a bien été aussi. On a arrêté parce que ça coûtait trop cher. Ça prenait tellement de temps faire des maquillages, faire des... écoutez, c'était un enfer. Travail colossal. C'était un enfer, ça. Donc, pour les collaborations... Oui, vous répondez parfaitement à la question. Dans le fond, je vais faire le tour rapidement pour les collaborations. Oui. Toute la vérité, plusieurs années sur TVA. Donc, Bernard Dansereau, dont on a abordé, le fils de Fernand Dansereau, pour ceux qui connaissent le cinéma direct, etc. Donc, un grand de notre cinéma, et Annie Pierrard. Mirador, donc sur Radio-Canada, 2010-2011, François Camiran, Isabelle Pelletier, Daniel Thibault. Mémoire vive, scénarisé par Chantal Cadieux et Patrick Lowe, donc 2013-2015. Et on en arrive à 19-2. Je fais des tours rapides. Mais tu voulais savoir sur les collaborations, tu voulais savoir quelque chose? Ben, en fait, oui, comme juste avant 19-2, dans le fond, vous avez eu, parce que là, c'est, disons, la série du moment, mais dans vos collaborations, dans vos choix, est-ce que c'est... dans votre relation de travail, quelle est l'importance de ces collaborations-là? Est-ce que vous les cultivez? Est-ce que comme vous aviez dit avec Le Monde de Charlotte, c'est une idée, vous êtes allé chercher une équipe. Comment cette collaboration-là? C'est des gens avec qui je m'entends d'un point de vue social, d'un point de vue humain, des gens qui... On avait les mêmes préoccupations. Annie Pierrard et Bernard avaient travaillé sur Deux frères. Oui. Avec Dastou Boyer. Dastou Boyer, on avait une préoccupation sur la famille, sur les jeunes. On a fait une série qui traitait de ça. Après ça, là, eux, j'ai pas travaillé très longtemps avec eux parce qu'eux, ils ont décidé de se créer une boîte de production. Et Richard Blamère, ben, c'est quelqu'un avec qui je m'entends sur la vision du monde. Tu sais. Je sais que quand je travaille avec Richard Blamère, ben, j'ai un intérêt pour ce qu'il fait, il y a un intérêt pour ce que j'en pense, et on a un intérêt pour comment on va le faire. Annie Pierrard, Bernard Dansereau étaient très... moi, j'avais quand même je m'aperçois au fil des années là, que la famille est importante pour moi. Oui, c'est une thématique récurrente. Oui, c'est une thématique récurrente. Même Rumeur, à la limite, est une famille. C'est une famille de gens qui n'ont pas de famille. Oui. C'est une famille. Puis trop, c'est ça aussi. Hein? Trop, c'est un peu ça. Donc, je m'aperçois au fil des années, on le fait un peu inconsciemment, mais on a toujours à peu près les mêmes sujets. Donc, c'est des gens avec qui on peut travailler. L'autre chose, ben, c'est que ça dépend comment tu les traites, comment ils te traitent, comment les relations humaines sont, parce que c'est pas un métier facile, puis tu n'as pas envie de passer. Comme disait quelqu'un, travailler, c'est de l'ouvrage, et en plus, il faut se faire chier. C'est pas drôle. Tu sais, on est longtemps avec ces gens-là, on travaille toute l'année. Il faut que ce soit quand même des collaborations qui fonctionnent. Ça a été plus difficile, par exemple. On y arrive. Ça, je peux vous le dire. Donc, dans le fond, c'est important tant au niveau personnel que professionnel, ces collaborations-là. Ouais, c'est des gens qui ont du talent puis qui sont capables de livrer. Puis on a fait des succès ensemble et on continue à faire des succès ensemble. Parfait. Donc, c'est comme Jean-Marc avec ses collaborateurs, Jean-Marc Vallée. Qui les ramène toujours avec les sur ces plateaux. Ou même Denis Villeneuve, mais bon... Parce que l'autre affaire, c'est qu'on n'a pas besoin de... La communication est facile.
Tu sais, la communication se fait tellement directement qu'on travaille dans un milieu où il faut travailler extrêmement vite en télévision. C'est pas comme au cinéma. Au cinéma aussi, mais moi, j'ai essayé de faire du cinéma, j'ai arrêté là, parce que c'était trop long. Mais c'est tellement rapide, on est toujours en train, sur le moment, tout ça, qu'on ne peut pas commencer à avoir des discussions sans fin sur ce que ça devrait être. Il faut qu'on sache immédiatement, tout le monde, qu'est-ce qu'on veut faire, et on s'en va là. Parce que sinon, ça paraît quand ça n'arrive pas. Là. Donc, c'est d'autant plus important que c'est des projets de longue haleine, sur plusieurs années. C'est plusieurs années. Donc, la collaboration est au cœur. Oui, tout à fait. Beaucoup plus qu'un film où la collaboration est importante sur le moment, mais que par la Chantal Cadieux, en téléroman, je sais que Chantal Cadieux, je sais ce qu'elle va donner, je sais ce qu'elle va faire, on sait exactement à quoi s'attendre. On a travaillé ensemble, puis ça a marché, alors on continue. Donc, pour les jeunes scénaristes, un refus ne veut pas dire une absence de qualité ou une incompétence. C'est simplement un refus. Exemple, on vous soumettra un scénario que vous ne produirez pas. L'importance de la relation doit être là à la base. Non, mais la relation, on ne le sait pas au début. Là. Je veux dire, il faut commencer à travailler ensemble. Je parle des atomes crochés au niveau, comme vous dites avec Richard c'est Lemaire, des de la sujets, vision du c'est qu'est-ce qu'on veut voir. Est-ce qu'on veut faire quelque chose que tout le monde a vu, ou on veut faire quelque chose de nouveau, ou est-ce que ça m'intéresse d'appuyer ça, parce que dans le fond, c'est ça qu'on fait. Hein? Il faut voir. Il y a des sujets qui sont... Mais d'un autre côté, il faut pas se faire d'illusions non plus. Là. C'est une industrie. C'est une business. Alors, moi, j'ai une entreprise. Hein? J'ai une entreprise avec 50 employés, ou je ne sais pas trop. Il faut qu'à un moment donné, tu saches aller voir ce qui peut... choisir des projets que tu sais vendables. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça puisse continuer. Là, tu sais. C'est pas juste le sujet et on va être rebelle ou... oui, les sujets sont importants, mais à un moment donné, il faut voir aussi quelle est la valeur. Dans le fond, moi, j'ai toujours cherché des projets où je pouvais avoir une valeur critique, par la critique, et populaire. Ça, c'est l'idéal pour moi. C'est si quelqu'un arrive et qu'on me dit « Ah, OK, ça, c'était bien fait, il y avait quelque chose à dire », puis en même temps que le monde le voit, ça, c'est l'idéal. Mademoiselle? J'ai une question. Oui, allez-y. Allez-y. Parfait. Bonjour, je m'appelle Ginger, je suis étudiante en cinéma. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit juste par rapport aux marges de manœuvre qu'on n'a plus à l'heure actuelle, qui on vise la productivité et que les distributions en fait soient bien reçues et que ça marche. Comment on arrive avec des gens, par exemple, un scénario comme ça, comment on se dit « Ah, bingo, ça, si je le vends, ça va fonctionner, ça va être vendeur ». Ça va être vendeur, vous voulez dire à la télévision? Une fois que ça va être mis en ondes? Ça, je ne le sais jamais. Hein? Non, mais ça, je ne le sais jamais. Parce que, écoutez, un projet de Richard Lemaire, on sait pertinemment que ça va être bien écrit et qu'il va arriver avec un point de vue différent. Par exemple, Richard Lemaire, moi, c'est les séries que j'ai le plus vendues à l'étranger. J'ai vendu Le Monde de Charlotte, j'ai vendu Sophie Paquin à l'étranger, j'ai vendu, pas toute la vérité, mais Nouvelle Adresse, qu'on a refaite en anglais. C'est quelqu'un qui a une vision universelle du monde et en général très contemporaine parce qu'il se tient au courant, il sait, c'est un gars qui se tient beaucoup. Donc, on sait ce qui va arriver. On sait que Richard Lemaire ne fera pas 2 millions de codes d'écoute. Radio-Canada, c'est ça. La série qu'on a présentement en ondes, Hubert et Fanny, qui est sa plus populaire, entre guillemets, elle fait 1 million de spectateurs, mais c'est la première fois qu'il fait ça. On a toujours fait des cotes un peu moins élevées. Il est toujours bien dérangé par ça, mais je dis toujours, Richard, tu as un créneau. On a un créneau, on arrive avec une série de qualité, une histoire de qualité. Nouvelle Adresse qui était sur une femme qui avait le cancer et qui allait mourir et comment elle assurait sa pérennité ou comment elle assurait la vie de ses enfants. C'était pas un sujet facile. On le savait que ce ne serait pas facile. Mais si on en faisait juste des choses qui sont faciles, on n'avancerait pas beaucoup non plus. Je veux dire, puis on le savait que ça allait marcher. 19-2, il ne faut pas que vous pensiez que les diffuseurs pensaient que ça allait fonctionner. Là. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais à un moment donné, il faut essayer des choses parce que les auditoires attendent aussi de la nouveauté, malgré ce que les gens pensent. Mais ils en attendent, mais jusqu'à un certain point.
Alors, quand on choisit un projet, je savais que Marie-André, Marie-André, Marie-André. Marie-André. Je savais que Marie-André, son sujet, c'était porteur parce que c'était nouveau, c'était frais et ça parlait à une génération. Comme quand on avait fait Rumeur. Quand j'avais fait Rumeur, je savais que ça parlait à une génération. Là, maintenant, est-ce que ça va être un succès ou pas? Mais là, il y avait beaucoup de choses, Marie-André Labbé. Il y avait beaucoup de choses qui s'alignaient. Marie-André a du talent. J'ai vu ses textes. Je savais comment on pouvait le monter. Les diffuseurs savent comment on va produire parce qu'ils savent aussi qu'on a la capacité de produire. Ils nous font confiance aussi. Alors ça, on avait tous ces éléments-là. Maintenant, le succès que ça a eu sur la plateforme Tout TV, je ne l'avais pas vu venir. Ça a été un succès majeur, là, très majeur. Mais je savais que ça allait pas être mauvais. C'était impossible. Donc, bon, on va... Oui. Allez-y. Puisque vous avez comparé un peu la méthode de production avec le cinéma, je voulais juste savoir, une fois que vous avez signé avec la télé, est-ce que tous les épisodes sont écrits avant d'être tournés? Non. C'est à relais? Non. Écoutez, Rumeur, on avait... C'est ça qui est fantastique de la télévision, là. C'est ça que j'aimais, moi. Et qui est moins comme ça un petit peu, regarde. Mais on a vendu Rumeur sur 2 textes, là. Sur 2 textes, puis après ça, il faut écrire des textes, il faut produire. J'ai livré des séries, là... je ne sais pas comment on a fait, là. Et juste quand même préciser, l'industrie au Québec, il n'y a pas une armée de scénaristes comme aux non, États-Unis. ils écrivent ça. Rumeur, c'est Isabelle Langlois qui écrit la série 22-25 épisodes, exact. Une saison seule. Exact. Ouais. Richard Blamère, c'est Richard Blamère. On a eu des collaborations sur des trucs comme Toute la vérité, où Annie et Bernard, mais ils refont tous les textes. Alors, donc, c'est quoi la question? Je me souviens plus. C'est un rythme infernal. Ceci étant dit, maintenant, on en écrit beaucoup plus d'avance pour 2 raisons. Premièrement, les diffuseurs sont beaucoup plus frileux. Ils veulent en voir plus pour être sûr de ce qu'ils ont. Et deuxièmement, ça nous permet de produire à des moindres coûts. Parce que là, on a 10 épisodes. Par exemple, L'Imposteur, on a eu les 10 épisodes avant de commencer à produire. Parce que c'était impossible de les produire dans les coûts qu'on avait, dans les budgets qu'on avait, sans avoir ces 10 épisodes-là. Parce que là, on peut tourner pêle-mêle, comme au cinéma. Hein, on peut faire... Tandis que les Américains, par exemple, eux, ils tournent un épisode. Ça coûte une fortune, là. Nous, on a fait ça un bout de temps, mais pas beaucoup, parce qu'on a toujours essayé de tourner au moins 3 ou 4 épisodes à la fois. Mais je te dirais que, par exemple, un autre exemple, qu'est-ce qu'on a récemment? Bon, je pars un nouveau téléroman là, avec Chantal Cadieux. On a 6 textes pour partir, sur 24. Fait que t'imagines là, la machine de production, là, comment on va commencer à tourner au mois de juin, j'imagine, mai-juin. Et il faut être en nombre. Hein? Ça continue à s'écrire pendant que la production a commencé. Ah oui. On envoie, pour être sûr de pouvoir faire les pré-productions correctement, ils envoient d'abord des scènes à scène. On travaille sur des scènes à scène en pré-production, les équipes de production. Alors là, ils peuvent voir un peu quels seront les problèmes d'organisation. Là. Et là, ils renvoient ça aux scénaristes, parce que s'il y a des problèmes de location ou il y en a trop, là, ils réajustent l'histoire en fonction. Mais au moins, ils sont préparés, ils savent ce qui s'en vient. Mais oui, on travaille à mesure. Et c'est pire que ça en anglais. En anglais, on part avec un texte, un pilote, et puis après ça, là, il y a une équipe, et ils écrivent à mesure tous les textes. Et ils s'en viennent sur le plateau, puis ils finissent des textes. Là. C'est un rythme assez... Il faut s'habituer. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça nous tient dans le moment. Ça fait en sorte que les séries... Et là, avec les séries qui sont écrites au préalable, ça enlève un peu de cette actualité, là, tu sais, ou cette espèce de dynamique qu'on avait dans Rumeur. Par exemple, Rumeur, c'était fait, là, on le mettait en ondes, là. Puis quand j'ai commencé le cinéma, là, je me suis dit, ah non, bon, ça, c'est un autre monde. Je ne pouvais pas attendre 3-4 ans
pour faire un film. Juste pour préciser, l'avantage en fait d'avoir 6 épisodes, c'est qu'on peut rentabiliser un lieu de tournage et donc ça diminue les frais on tourne de toutes les tournage. scènes dans le même lieu, exactement comme au cinéma. C'est ça, oui. OK. Donc, sur ça, on va passer à quand même le gros morceau, donc ce qui est le plus populaire, donc 19-2. On va regarder un extrait. Donc, c'est une série qui a connu 3 saisons en sa version française, originale française. Donc, en 2011, 2013 et 2015, il y avait un an d'intervalle entre chaque saison. Donc, scénarisé, donc créé par Réal Bossé et Claude Legault, qui sont les 2 acteurs principaux, qui racontent... Et scénarisé par d'autres, là. Oui, mais créé... Daniel Dansereau. Oui, la liste est longue, mais comme créé du moins d'une idée originale de Réal Bossé et Claude Legault. Donc, petit avertissement pour l'extrait. J'ai choisi le premier plan séquence du premier épisode de la seconde saison. Pour ceux qui l'ont vu, c'est la tuerie dans l'école. Donc, c'est quand même un peu difficile. Donc, c'est un plan séquence de 13 minutes. Donc, on va s'immerser dans l'univers, puis je vais revenir avec une autre série de questions. Ouais, mais pour moi, on fera pas de la ZAC aujourd'hui. Il a appelé Catherine, finalement. Ah ouais? Bel job, enseignante, première année. Il était temps parce qu'elle est en train de manger un peu, on dit. Ouais, profitez-en de votre bonheur, parce que un petit job de marche, je jure des fois. On s'enligne Franck aussi. Sérieux? Oui. Il s'en va, lui, avec son gros sac à dos. 32-6 en route. T'es en retard, le clown. Vas-tu me porter à sa classe? Non. Deux coups de feu à l'école secondaire, vigile, coup de feu à l'école secondaire, vigile, on a besoin de backup! Il y a des gars qui ont tiré. Qui ça? Qui c'est qui a des gars? Le gars avec un sac à dos noir? Je sais pas. C'est qui lui? Je sais pas. Quelqu'un avec lui? Je ne sais pas. Quelqu'un avec lui? Attends, mais là, on rentre pas tout seul, attends. Go, 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 go! Tabarnak. C'est mort, c'est mort. C'était 2, on a 3-0-1, l'école secondaire, vigile, on a 3-0-1. C'est qui vous autres? Non! On sort! Ok, on sort! On se dépêche, on sort! Gardez la porte ouverte! Il y a des policiers qui vont venir! Gardez la porte ouverte! On a 8-8-8 dans l'école secondaire, vigile! On a besoin de backup! Appel général à tous les passagers. Viens en cours Sortez, on sait pas que c'est rien! On a besoin de backup! Drop ton gun! Hey! Drop ton hostie de gun! On a compris d'étudier dans la cafétéria. Ça tire de partout. OK, garde. Écoute-moi, drop ton gun puis on va chasser, OK? Hein? Je sais pas ce qu'il fait. Parle-moi! Qu'est-ce qu'il fait, Bérard? Bérard, tu le vois-tu? Tabarnak, il est en train de prendre des otages. Il prend des otages. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Le pécheur derrière de Charlie Métal, il a pris des otages. Il est en train d'amasser des otages. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. On est dans la cafétéria. Venez, backup! Essayez de retenir là. Parlez-y, faites parler. Faut pas qu'il y ait... Hey! C'est quoi ton nom? Dis-moi ton nom, on va se parler, OK? T'es pas obligé de se tirer dessus. Allez, arrête de tirer. Arrête, on va jaser. Vois-tu, Melotte? Il est caché. Il y a quelqu'un devant lui, je peux rien faire. Je peux rien faire, tabarnak. On a besoin d'aide, la cafétéria, on a besoin d'aide. Let's go, comment? On les astuces backup, qu'on laisse.
Chartier, je vais. Reste en arrière des colonnes. On fait du travail des colonnes. OK. Hey! OK. Regarde, calme-toi, là, on va jaser, OK? C'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle Véroff, toi. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux? Je peux t'aider! Qu'est-ce que tu veux? On sait que t'es en tabarnak, là! On va le suivre. On va le suivre, on va le suivre. Regarde un coup! Écoute-moi, OK? Regarde-moi! Lâche! T'es pas obligé d'aller jusque-là, on n'est pas obligé, là! On n'est pas obligé de finir de même! OK? Qu'est-ce que tu veux? Je peux t'aider, je te jure, je peux t'aider! Arrête de tirer! Tire plus, OK? Je vois plus, je vois plus. C'est bon, il va. À terre! Madame, à terre! C'est David. Stop! Laisse-le, couche-toi là! On a 2 blessés dans la cuisine, on a 2 autres blessés dans la cuisine. Chartier, let's go, faut bouger. OK, on s'en occupe, vous autres, continuez. OK, go! Il est où? Qu'est-ce qu'il est où, tabarnak? On l'a perdu, là. Couchez-vous là-dedans! Laisse-le! Va-t'en là-bas, va-t'en! Hey! Les 2 dans la cuisine sont blessés. Écoute-moi, OK? Il est passé par où? Parle-moi, il est parti par où? Fais juste avec ton doigt, là. Montre-moi avec ta main, OK? Cool. On y va, ta gauche. OK. Go! Dehors, va-t'en! 19-1. On a une victime. 19 ans, on est entré, on est dans les casiers. On a une jeune fille, c'est le par balle. C'est une fille de par balle inconsciente. Lâchez les ponts, les secours sont en route pour évacuer les blessés. Les casquets sont collés. OK, il n'y a pas une institution ici, on s'en va au deuxième. T'as rien, viens-t'en, ça va au deuxième. Non. Attends la tactique. Hein? Non, oui, au deuxième. Bérangère, je peux pas te baquer s'il arrive de quoi. Hey, comment? Tabarnak! Bérangère! Oh, sors! Tabarnak! Monsieur, mon ami, elle bouge plus. Étais-tu là quand elle a été touchée? Étais-tu là? Ok, je pense que... Ok, là, on va sortir d'ici. Ok? On va sortir d'ici. Oh, viens-t'en. Ok, sors. Go! Go! Une ambulance! T'as besoin d'une ambulance?
Oui. Bel job, mon brouillon, bel job, c'est bon. OK, let's go, les médics sont au bout. Amenez-la. Il est où le concierge? C'est quoi ton nom? Vince, on va le perdre, lui. Ça commence, stat! On a blessé, il faut sortir, on va le perdre! Parle-moi, c'est quoi ton nom? Bougez pas, les filles, bougez pas, restez là! Y'a personne qui bouge, bougez pas! Restez à terre, bouge pas! Bougez pas, on s'occupe de tout, bouge pas! Calisse à terre! Reste là! Bouge pas de là, bouge pas! Il est sorti! Viens sortir l'auditoire! Reste à terre! Yo! 19-2, le tireur est au deuxième, il est sorti de l'auditoire! Viens ici! Où ta partenaire? Mets ton gars là-bas, où ta partenaire? Je sais pas. Comment tu sais pas quel verre? Elle est en bas! En 2 mois de temps, t'es supposé rester collé dessus, tu vas aller la chercher! OK? Bouger, pas bouger! Regarde-moi! Es-tu là? Moi, j'arrive! Es-tu là? Go pas de main, tu vas te faire tuer, Carré. Là, fais juste contacter, c'est correct? OK? Ouais, c'est correct. Oh, excuse. Comment? Faut bouger, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Où ça? Qu'est-ce qu'ils sont deux? Dégage! Tabarnak! OK, Chartier, tu vas à droite, OK? Moi, je vais à gauche. 3, 2, go! OK, attends. Bougez pas. À terre, monsieur, à terre! C'est par où, l'LB, si je te calisse de plan-là? C'est ça, faut demander au concierge. La cafétéria, c'est dans les là. Bon, regarde, l'LB, là, ça doit être ici. OK, j'ai besoin d'hommes en dedans. Il y a 2 suspects de lâcher-louche dans un calice de labyrinthe. Let's go! OK, pas trop de bruit, là. Pas de suite, OK? J'ai dit à terre! Rentre rien, pied à terre! Ferme ton esti de gueule, pied à terre! Montre-moi ton sac! Ton sac, lance-moi ton sac! À terre, j'ai dit à terre! Tu veux-tu te slack, mon gars? T'en veux-tu une? À terre! Les mains derrière la tête, tu bouges plus! T'as compris? Tu bouges plus! T'as compris? Tu ne bouges plus! Tu l'as? Ouais, je l'ai! Rentrez les classes! Come on! Il est où ton partenaire? Je te parle, il est où ton partenaire? Parle-moi, Carlis, il est où ton asti de partenaire? Qu'est-ce que tu voulais faire ici aujourd'hui? Hein? Il est où ton gun? Il est où ton asti de gun? Y'a pas de gun là-dedans, mais là, c'est rien là-dedans! Chris, y'a rien sur lui! On est dans l'aile, on est au deuxième! On est près des locaux 245 à 263. On a un suspect habillé kaki avec une tuque noire, terrasse blanche, y'a pas de gun, y'a rien sur lui! So où est ce backup? Ça, c'est pour moi l'exemple parfait de l'adéquation entre la forme et du contenu. Qui en arrive à ma question. En fait, comment on en arrive à vouloir créer ça, on peut comprendre, mais à arriver que ça fonctionne, que ça arrive, qu'on puisse le tourner, que l'épisode puisse exister. Il faut d'abord que l'idée, que le concept de base soit adéquat, qu'il soit parfait. Alors, il faut se rappeler que la série 19-2
c'était une histoire d'amitié aussi de deux hommes. C'était une histoire de deux hommes qui avaient leur passé, etc. Mais c'était aussi une série sur qu'est-ce que c'est qu'être policier et qu'est-ce que ça apporte dans ta vie personnelle. Parce que ces gens-là ont tous des vies, en tout cas dans cette série-là, et ça arrive souvent chez les policiers, ont des vies un peu difficiles, personnelles, de par leur métier. Et donc, on arrive dans la deuxième saison. Il y a plusieurs questions qui se posent. Comment on commence la saison pour arriver à quelque chose de fort? Parce que c'était quand même une série qui avait été forte dans la première année. Et qu'il y avait quand même une pause de 2 ans. Qu'il y a une pause de 2 ans parce que c'était très, très, très difficile à écrire, ça. Ça a été très long à écrire. Et donc, quel est l'événement pour un policier, le pire événement pour un policier qui va le marquer dans sa vie personnelle? Ou jusqu'où on peut aller pour... et c'est évidemment une situation comme ça. On a demandé à des policiers, on a demandé... C'est évidemment ça qui est leur cauchemar, d'arriver dans un élément comme ça, avec des enfants, des jeunes comme ça. Ce qui est fantastique aussi, Pods qui est Daniel Groux, Pods que vous connaissez sans doute pour le cinéma aussi. Pods avait commencé à avoir son idée du plan séquence. Là. Dave King est venu le faire après. Hein? King Dave. Ouais. King Dave, il l'a fait après. Mais notre première idée, c'était de faire le show au complet en caméra, avec un plan. Donc les 40 quelques minutes complètes. Alors, on est allé voir le diffuseur avec ça, parce qu'on voulait vraiment suivre, on voulait être avec eux autres, puis voir qu'est-ce que c'est cet enfer-là, qu'est-ce que c'est ce cauchemar-là. Parce que l'idée, c'était pas d'être sensationnaliste. Je ne pense pas que ce soit sensationnaliste. C'est très prenant, c'est intense, là. Mais l'idée, c'était de montrer qu'est-ce qu'ils vivent, ces gens-là, qu'est-ce qui se passe dans un moment de folie comme ça, parce que c'est un moment de folie. Alors là, on est allé chez le diffuseur et ça n'a pas passé un épisode au complet, mais je les comprends, parce qu'il y a de la publicité dans les épisodes. Ils achètent les émissions en vendant de la publicité, mais ils nous ont donné ce 13 minutes-là, sans publicité. On a pu le faire, ils ont accepté ça. Et ce que je trouve fantastique aussi, c'est comment toute la chorégraphie de ça, évidemment, c'est pas évident. On a tourné ça en une journée complète. Je pense qu'on l'a fait 5 ou 6 fois. Qui est anecdotique, mais qui est comme King Dave, c'est 5 prises. Donc, 5 prises? Oui. OK. On l'a fait 5 ou 6 fois, là. 6 fois, je pense, quelque chose du genre. Peut-être un peu plus, mais disons 6 fois, je pense. Et ce qui est important, c'est parce que il y a de l'écriture derrière ça aussi. Là. Il y a de l'écriture, il y a du scénario derrière ça. Parce que vous avez des personnages différents qui réagissent de manière différente à un événement. Et par exemple, Benz-Antoine, le noir, lui, c'est un alcoolique et puis il a des problèmes pour tirer. Il a peur du travail qu'il fait. Alors, on arrive avec lui. Il fallait le présenter aussi parce qu'on n'avait pas vu ces personnages-là pour 2 ans. Là. Depuis 2 ans. On ne les avait pas vus ni un ni l'autre. Là. Alors, il fallait les présenter en même temps, reprendre le public où on était. Et, par exemple, celui qui ramène la fille dehors, pour ceux qui savent peut-être, c'était un batteur de femmes, ça. C'était quelqu'un qui est très violent, très macho, qui faisait son smat, mais qui, on s'aperçoit qu'il avait un problème et qui battait sa femme. Et donc, là, ce même gars-là arrive dans la situation et là, il perd tous ses moyens parce qu'il faisait toujours son frondeur. Là, il perd ses moyens parce que là, il y a quelque chose qui est au-delà de lui. Là. Et il sort dehors et il ne veut plus rentrer en dedans. Parce que ça, on continue l'épisode. Il ne veut plus rentrer en dedans. Il reste dehors. Benz-Antoine va essayer à un moment donné d'aller... Il les avertit, je ne peux pas faire ça. Et là, à un moment donné, il faut qu'il se mette dans la situation. Il tremble et c'est lui qui se fait tirer. Donc, tout ça pour dire que c'est une chorégraphie qui est à la fois formelle, mais en même temps, tout le contenu doit passer. Et je pense qu'il passe bien. Là. Moi, cette série-là, ce plan-là a fait le tour du monde. On a été en nomination pour les Emmy internationaux. Claude Legault a été en nomination comme meilleur acteur. Je l'ai refait en anglais. On va avoir un extrait un peu plus... OK, je l'ai refait en anglais. Et en anglais, la série, on l'a fait 4 ans. Et
Et Pods voulait faire la série en anglais. Je peux dire ça avant. Oui. Moi, je voulais pas qu'il la fasse. Vous êtes l'invité, allez-y. Non, mais je voulais pas qu'il la fasse. Il m'en a voulu longtemps, là, parce qu'il faisait la série en français. J'ai dit, tu peux pas faire les deux, etc. Là. Puis là, c'était comme... Fait que j'ai dit, tu la feras pas. Fait qu'on l'a fait faire par Louis Choquette. Il est venu faire la première saison avec... Éric Canuel en a fait aussi, avec Sturla Gunnarsson. Bon, tout ça. Mais pour le premier épisode de la deuxième série, j'ai appelé Pods. J'ai appelé Pods, j'ai dit, écoute, Pods, est-ce que tu voudrais venir refaire le plan? Parce qu'on l'a refait en entier en anglais, qui ressemble pas mal, mais les acteurs ne sont pas pareils, ça ne peut pas être la même dynamique, on en parlera peut-être de l'adaptation. Ouais. Mais il est venu refaire le plan, on a refait la série et on a été mis en nomination pour meilleure série dramatique aux Emmy internationaux aussi. Tout ça pour dire que ça a marqué l'imaginaire, ça. Ouais, c'est ça. En et fait, surtout qu'on a fait ça. On a fait ça juste avant Newtown, où Newtown est arrivé. Nous, on a tourné, et Newtown est arrivé, puis là, il fallait diffuser ça. On a eu beaucoup de préparation avec le service des communications de Radio-Canada. On a mis en place un service téléphonique avec les acteurs qui étaient là, tout le monde était là, pour répondre aux gens s'il y avait des gens qui se sentaient en détresse avec ça. Il y avait en même temps une ligne ouverte à la radio pour que les gens puissent appeler où les comédiens étaient pour dédramatiser cette scène-là, parce que c'est quand même quelque chose d'intense. Il y a des gens qui ne sont pas capables de regarder ça, évidemment. Donc, voilà. C'est parce qu'en fait, au niveau formel, ça marque l'histoire de la télé québécoise. Je pourrais même dire canadienne. On peut y aller. Puis internationale jusqu'à une certaine limite. Disons que le dernier choc serait à un degré moindre parce que ça ne concerne pas la violence, mais c'était, mettons, l'arrivée des grandes séries au Québec, comme par Jean Baudin, comme Les Filles de Caleb. Mais là, on est vraiment ailleurs parce que, justement, comme vous dites, les lignes ouvertes, services de communication, on sait que ça va choquer. On sait que c'est de la violence en plus envers des jeunes, des personnages traumatiques. C'est très réaliste. Radio-Canada a refusé le plan séquence complet de l'épisode, mais est-ce qu'ils ont quand même résisté à... Mais il avait raison. Je veux dire, moi, je pense pas que ça aurait été une bonne idée de faire l'épisode au complet en plan séquence. Moi, je dis toujours, on est aussi bon que notre client. Tu sais, le client, c'est le diffuseur. Je pense qu'ils ont été intelligents de dire non. Nous, on a essayé, Pods voulait faire ça. On se lance, on est enthousiaste, mais la réalité, c'est que ça n'aurait eu aucun sens. Le 13 minutes, c'est assez long. Mais c'est ça. Est-ce que quand même Radio-Canada a eu de la difficulté ou ils vous ont appuyé? Non, ils nous ont appuyé rapidement. Okay. Parce qu'il y a du sang, il y a des corps. Oui, là, je veux dire, oui. Ça n'aurait pas passé à 19h30 comme Covergirl. C'est juste ça, un peu bon point. Il y a un peu plus de... Non. Ça n'aurait pas passé à 19h30, ça c'est sûr. Et là, ils savaient... mais ils n'avaient rien vu encore. Parce que la troisième... oui. On va ils n'avaient rien vu encore. Oui. Là. C'est là qu'ils ont dit, oups, là c'est assez. Mais pas d'inhibition pour montrer les réalités ou les moments plus choquants. Là. Tant à la télé qu'à dans son cinéma. Dans son cinéma aussi. Ouais. Moi, je connais un petit peu moins son cinéma, Pods. Donc, non, on n'a pas eu de difficulté avec ça. Il ne fallait pas trop insister sur les tu sais, il faut que tu le fasses. La réalité, tu veux la présenter, la réalité, ou tu ne veux pas la présenter. On a eu plus de problèmes, un tout petit peu plus de problèmes en anglais, parce qu'ils sont un peu plus prudes là-dessus. Ils font attention, là, mais ils nous ont appuyés aussi. OK. Alors, on va regarder, d'abord, vous venez de mentionner la version anglaise. On va regarder juste, pas le 13 minutes complet parce qu'on va manquer de temps, puis si je veux laisser du temps pour des questions. Mais juste pour vous donner le feel par rapport aux personnages, justement, c'est les acteurs qui sont différents. Mais vous allez quand même reconnaître assez bien le plan séquence de 19-2, qui a été diffusé de 2014 à 2016 sur Bravo et la dernière et CTV. Je laisse le générique pour montrer aussi le feel un peu.
19-2, we're on site. She's in a hurry. We have shots fired inside BJ High School. We have an 888 inside BJ High School. I repeat, multiple shots fired. We're in pursuit. The janitor, the guy's inside. He's got a gun. What does he look like? What is he wearing? He's got a black hat. It's a ball cap. Go, get the hell out of here. Go, go. Shit. Anyone in the area with a possible vandalism? We'll just work here. We have at least one victim inside of the school. You should use the west entrance. We have it opened. Where is he? Where is he? I don't know. Get out. Go. We have multiple reports coming in. Leave it open. Leave it open. You gotta go. You gotta go. Hey, what I have eyes on the shooter. He's wearing a black ball cap, black sweatshirt. He has an assault rifle. 1924 on Beaumont Street. We're in the cafeteria. 1920 shot. Forget traffic. No, you? The school. Have you got him pinned down? So there's multiple exits. Unit 129. Good. Zone 7. Drop your weapon. Traffic. Drop your weapon. Traffic duty. You don't have to do this. Just put the gun down. Put the fucking gun down. We're here to help you. Put it down! We're fucking surrounded! Put down the gun! We're here to help you! No. Anyone taking hostages, I repeat, he's in the back of the cafeteria by the kitchen. The shooter has hostages. No, don't you shoot her! Don't shoot her! 1928, we're arriving on site. Unconfirmed reports of gunshots in the gym. How many shooters? Not confirmed. We have reports of gunshots in multiple locations in the school. What are you up to, son? What are you gonna do? What are you gonna do here? Just put the damn thing down. You know it's the right thing to do. Okay? Just put it down. We're here to help you. This is not gonna end well. You're surrounded. There's nowhere to go. There's no way out of here. Shut the main doors. We have the entrance secured. Shooter is in the cafeteria. Try to contain him. Which way do we go? I don't know. No one is saying the same thing. Let's get it together, guys. We gotta go. We gotta go. Hey! Listen to me, son. Listen to me. All you gotta do is put the gun down. Put it down. We're here to help you. Okay? My name's Nick. I told you. I'm here to help you. What's your name? Fuck. Come on, son. You gotta talk to me. What are we doing? Come on. What are you doing? He's moving. Exiting the back of the cafeteria into the kitchen. He's got 3 hostages. He's using his human shields. I repeat, the shooter is exiting the cafeteria into the kitchen. Ben, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup plus de monde. Oui. Il y a plus d'argent. J'ai laissé. C'est ça la réalité. On pouvait se permettre d'avoir plus de figurants, de créer plus. Et ils demandent ça. Eux, ils sont en comparaison avec les séries américaines constamment. Alors, il n'y a pas un otage, ça prend 3 otages. C'est complètement... Vous avez vu aussi que le début, on ne le commence pas. Les gens ne se parlent pas avant d'arriver, comment ça va dans leur vie, etc. On rentre directement dans l'action tout de suite. J'ai laissé l'extrait de l'acteur pour que Beroff puisse parler, que Nick puisse parler pour que vous sentiez le... C'est pas le même genre d'acteur non plus. C'est des acteurs qui sont... comment je dirais? Ils sont très physiques parce qu'ils ont des physiques imposants, ces acteurs-là. Ils font beaucoup d'exercices. C'est comme... puis c'est plus... mais ils ont le petit côté acteur studio un peu. Ils sont un peu plus
posé quand il parle. Ça ne crie pas comme... Il crie pas comme les deux acteurs en français qui sont extrêmement expansifs. Eux, c'est plus dans l'action, faut régler le problème. Tandis que les autres sont plus émotifs. Alors, c'est sûr que ça part tout de suite la discussion sur l'adaptation. Exactement. Je m'en allais dire, parce que là, c'est dramatique, mais est-ce que c'est le même processus entre les comédies? Parce que si on fait le tour rapide, là, j'ai sorti quelques images. Rumeurs pour CBC 2006-2007. On a Sophie en 2008-2009 pour la CBC. Nouvelle adresse qui est devenue This Life, toujours pour la CBC en 2008-2009. Et bien sûr, 19-2, 19-2. Donc, est-ce que, parce que vous avez touché dans le fond aux comédies et dramatiques, est-ce que le processus est le même ou c'est différent pour chacune des séries? Ou, c'est un processus qu'on apprend. Quand j'ai fait Rumeurs et Sophie, ça a été 2 catastrophes. Okay. 2 vraies catastrophes. J'ai écouté. J'aurais pas dû écouter. Rumeurs, juste le casting, là, vous l'avez vu. Revenez au casting. Regardez le casting. Là. Regardez la photo, puis regardez la photo là. C'est 2 mondes. Je veux dire, j'ai fait une erreur fondamentale d'écouter les gens là-bas. Qui voulaient avoir du glamour, qui voulaient avoir... Mais c'était pas une série de glamour, ça n'avait rien à voir avec ça. Ils voulaient des belles filles, des beaux gars, Puis là, je me suis dit, écoutez, moi, je commençais, c'était ma première série en anglais. Je les écoutais parce que je connaissais pas vraiment leur culture. Et on a fait ça, puis ça a été une catastrophe parce que il faut faire le casting pour ce que c'est. Il faut faire le casting pour ce que sont les personnages. Comme je dis toujours... Un casting, c'est comme une épiphanie. Hein? Je veux dire, le personnage, il apparaît. Ça n'arrive jamais du premier coup. Là. À un moment donné, il arrive, le personnage. Puis dans 19-2, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça, regardez ça. Mets les 2 autres photos de Sophie. Pire catastrophe encore. On part d'une comédie dramatique d'1 heure. Qui est une comédie, comme je leur ai toujours dit, quand on a commencé la série, j'ai dit, on va faire une série de champagne. Ça va être une bouteille de champagne. Les gens vont être heureux, vont regarder ça, ils vont voir, on va s'amuser, on va jouer sur les genres, on va jouer sur... On avait un second degré dans Sophie Paquin, c'était important. Comédie dramatique, c'est un genre très difficile aussi, parce que là, on s'en va... On surtout en 1 heure en plus. Il faut que ce soit en heure. Oui. Une comédie dramatique. Là, j'arrive de l'autre côté, puis ils me disent qu'il faut que ce soit une comédie. Une demi-heure. Ils voulaient une demi-heure, comédie. J'ai appelé Richard Blemaire. J'ai dit, Richard, qu'est-ce que tu en penses? On va le faire. Hein? Parce qu'encore une fois, c'est une opportunité de faire des séries en anglais. Puis j'étais le premier à les faire, puis il fallait le faire. Ça a été une catastrophe totale. Je veux dire, tu ne peux pas transférer une comédie dramatique en comédie parce que ça n'a rien à voir. Comédie dramatique, ça suit des personnages. Ça suit des... c'est ce qu'ils appellent, eux, c'est des séries à continuité. Tu suis des personnages de semaine en semaine. Le narratif est très important. Tu as une courbe narrative. Là, il n'y avait plus de courbe narrative. Il fallait fermer les épisodes. Il fallait qu'il arrive un événement dans chaque épisode. Un petit moment de comédie. Ça n'avait rien à voir avec ce qui était... C'est devenu un sitcom, en fait. Situational comedy. Oui, un sitcom, même pas un sitcom, parce que si on avait fait un sitcom, on l'aurait fait comme un sitcom. Ouais. Donc, c'est devenu une espèce d'hybride mal fait. On a fait 2 saisons quand même. Mais là, j'ai appris de ça. Parce que dans le fond, il faut garder... Dans une adaptation, il faut garder l'essence, l'âme de ce que tu avais avant, puis que tu le transposes. Tu le fais pas, tu l'adaptes pas complètement, tu le transposes. Et quand on est arrivé avec 19-2, là, j'ai refusé tout compromis avec le diffuseur. Ils ont essayé de me passer un acteur à un moment donné. J'ai dit non, je ne le fais pas. Ça a couru partout à Toronto. J'ai dit, c'est hors de question, je ne fais pas le pilote. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire, là, mais ça a commencé à CBC. On a fait le pilote pour CBC. C'est eux qui ont voulu m'imposer des acteurs. Et j'ai dit non, ça ne m'arrivera plus. On va le faire avec ces acteurs-là. Puis si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Et ils l'ont fait, mais je savais qu'ils n'allaient pas prendre la série parce qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. C'était un scandale, l'affaire. Là. C'était
le chum de la présidente là, qui voulait que je prenne comme acteur. J'ai dit, regarde, oubliez ça. Là. Moi, j'ai appelé le président de Radio-Canada, j'ai dit, c'est un scandale, ça. Là. Donc, on l'a fait. On a trouvé Jared Kiso, qui était superbe, et Adrian Holmes. On n'a pas cherché à avoir un noir, un acteur noir. C'était pas ça. C'est arrivé comme ça. Lui, il est arrivé à la toute fin quand ils ont essayé de me passer l'acteur. Tout ça, j'ai dit non. Il a dit, ouais, mais là, il faut que tu tournes là, il faut que tu trouves quelqu'un. Il nous a envoyé son tape le samedi. C'était lui. On l'a tourné, on a commencé à travailler avec lui. Pas tourné le lundi, mais on a commencé à travailler avec lui. C'était un acteur qui était parfait pour ça. Pour jouer le rôle de Berhoff, qui n'était pas Berhoff dans ce cas-là, évidemment. Donc, il faut garder l'âme. Maintenant, est-ce que ça a à suivre? En fait, ça a commencé à CBC. Ils ne l'ont pas pris. On est allé tout de suite à CTV, qui l'ont pris du jour au lendemain. Pour Bravo, qui est une... Leur chaîne câblée. Oui, mais il passait aussi sur CTV en même temps. Donc, l'idée, c'est de garder l'âme, mais tu n'as pas besoin de garder les mêmes scènes, tu n'as pas besoin de garder la même histoire. Il faut que de quoi tu veux parler dans la série. On vient toujours à de quoi tu veux parler. On voulait parler de deux hommes, de deux destins d'hommes qui sont dans la police et comment la police influe sur leur vie. Il faut garder ça en partant. Après ça, il faut que tu gardes l'aspect très réaliste qu'on avait là-dedans. Il y avait un petit côté documentaire dans 19-2. On voulait montrer le vrai monde. Mais dans la forme, c'est assez clair. Bien, la forme est organisée comme ça. Mais en anglais, il fallait que ce soit plus léché. C'était pas Claudine Sauvé qui l'a fait. On l'a fait d'une autre façon, plus léché, parce qu'eux autres, ils veulent avoir un look un petit peu plus glamour au niveau de la caméra. Par rapport à la compétition du monde Par rapport à la compétition américaine et par rapport à leur goût. C'est leur goût, ils sont comme ça. Alors, ils voulaient qu'on montre un Montréal plus intéressant. Je sais plus, on n'est pas allé dans l'est de Montréal. On a tourné au centre-ville. On a montré le vieux Montréal. On a montré il y a une scène classique là, de Pods. Pods a choisi pour, quand le gars arrive, il voit la ville de Montréal. Quand le gars arrive de la campagne, Jared Kiso ou Claude Legault. Et là, lui, il a choisi le point de vue sur la route Camillien-Hood, le point de vue sur l'est de Montréal. Ça, c'était le point de vue de Pods. Lui, il voulait montrer le Montréal populaire. Nous autres, on l'a fait au chalet de la montagne pour montrer le centre-ville. Parce que c'est ça qu'ils voulaient voir mais la scène est très belle, elle est différente. Mais nous, on n'a pas besoin de se montrer l'Est. On n'a pas besoin de leur montrer l'Est. Ils ne connaissent pas Montréal. Alors, ils veulent voir. Le plus glamorous ou le plus touristique. Et la première saison de 19-2, ça se ressemblait beaucoup. La deuxième saison, de moins en moins. Troisième saison, complètement différente. Une autre histoire complètement différente. Puis quatrième saison, il n'y a même pas eu de quatrième saison en français. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'était impossible de montrer ce que Pods montrait dans la deuxième saison ou dans la troisième saison au Québec, là-bas. Et ça ne servait pas le propos qu'on avait, qui était montrer ces deux hommes-là, leur évolution comme êtres humains, et de montrer ce qu'on appelle le beat cop, la police de rue, là, comment ils fonctionnent. Alors moi, je pense que ça a été une réussite. Ça a bien marché. Et on a fait la même chose j'ai fait la même chose pour, mais encore là, on a fait la même chose pour Nouvelle Adresse. On a réussi à faire la même chose, mais à un moment donné, ils ont lâché. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur là, de parler du cancer. Ça. Là, il a fallu s'éloigner un peu de ça, Elle allait mieux. On a essayé de pas trop s'en éloigner. Dans la deuxième année, ils ont essayé. Et là, ça ne nous a pas aidés. Ça ne nous a pas aidés parce que tu y vas ou tu y vas pas. Il faut que tu vives avec ce que tu as décidé que tu allais faire. Et les gens vont embarquer ou ils n'embarqueront pas. Et une fois qu'ils embarquent, ils embarquent. Là. Alors, l'adaptation, c'est une question de culture, sentir la culture, d'avoir des gens qui travaillent. J'ai des producteurs à Toronto, moi, parce que je leur laisse... J'ai un bureau à Toronto, donc je veux que c'est ce que je n'avais pas dans les deux premières séries. Là, j'ai des gens qui travaillent là-bas, ils connaissent
Ils sont ce qu'ils sont, ils sentent la culture, ils sont cette culture-là. Ça fait qu'ils nous aident beaucoup pour ça. Les acteurs sont complètement différents. On ne peut pas écrire pour ces deux acteurs-là de la même manière qu'on écrit pour Legault puis Bossé, là. C'est complètement deux mondes. Mais ils rendent la même chose. Ils rendent exactement ce qu'est l'âme de la série, mais de manière différente. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. Donc, vraiment, l'idée de base, l'âme, comme vous dites, tant que l'âme est respectée, il peut y avoir autant de différences et ça peut fonctionner. Il peut y avoir des différences dans la mesure où il y a des différences. Il faut qu'il y ait des différences parce que c'est deux mondes. C'est deux cultures. Donc, on revient un peu par rapport aux collaborations, à comment vous voyez le monde, comment vous voulez raconter ces histoires-là. Tant que ce processus-là est respecté, le reste... Normalement, ça devrait aller. Ce qui n'était pas le cas pour Sophie, ni pour Rumors. Non, Et pour absolument anecdote, pas. trouver une photo de Rumors a été extrêmement compliqué. Ah ouais? Oui. Okay. Nulle part, par hasard, en cherchant le nom de l'actrice. On a fait juste une saison, je pense. Oui, donc c'est ça. Donc, c'est plus difficile. Pour les 15 minutes qui restent, on va ouvrir aux questions, même si on en avait eu 2-3 un peu. Si vous en aviez, chers étudiants ou professeurs. Oui, madame. C'est juste une question pour savoir comment ça affecte, comment la série qui est adaptée affecte en fait la série originale, parce que j'imagine peut-être que pour un public anglophone qui n'a pas vu la série originale, s'il voit par exemple Sophie, il va dire « Ah, c'est mauvais », ça veut dire que la série originale est mauvaise aussi. Je me demandais comment ça affecte. Non, ça n'affecte pas la série originale. Parce que la série originale, il ne la voit pas. La série originale a eu sa vie. On a vendu Sophie en heure en France. On a vendu le format des textes en Pologne. On l'a vendu un peu partout. Ça n'affecte rien. Parce que c'est vraiment deux solitudes, je peux vous le dire, là. C'est vraiment deux solitudes. Même les gens de Montréal, là, qui ont regardé 19-2 en anglais et qui ont adoré ça, parce que c'est très rare qu'ils ont des séries qui sont tournées à Montréal, anglophones. Et ça, il faut dire merci à CTV qui voulait qu'on monte Montréal, qui n'avait pas peur de ça. Et bien, je peux te dire qu'ils n'avaient jamais vu la série francophone. Ils ne savaient même pas que ça existait, là. C'était comme dans un autre monde, là. Alors, c'est deux mondes complètement différents. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe ici. Et vice-versa. Hein? Même au niveau de la controverse autour de l'épisode dans l'école, personne n'avait entendu parler de ça. Je suis allé faire un visionnement dans le cadre du TIFF, je pense. On a fait un visionnement pour quand même une assez grande salle, là. Et là, ça a été le choc total, là. Eux autres, ils en revenaient pas. Visionnement de la version anglophone? De la version anglophone du premier épisode, premier épisode de la deuxième saison. Là, ça, là, ça a été... Il y a quand même plus qu'un an, voire 2 ans. Ah, 2 ans facile. 2 ans facile. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Ça a été un choc monumental, là. Je peux te dire, moi, j'étais assez surpris là, de comment ils ont réagi à ça. Mais ils n'ont pas mal réagi, mais ils ne pouvaient pas croire qu'on puisse faire quelque chose comme ça en télévision. Alors que ça avait été fait auparavant. D'autres questions? Oui? Oui, moi j'ai une question par rapport à la production à l'heure actuelle avec tout ce qui est Netflix, Amazon, etc. qui arrivent sur le marché et qui prennent énormément d'ampleur. Est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont vous envisagez pour les prochains producteurs, par exemple, de choisir les médias? Parce que, par exemple, je pensais, sur tous ces formats-là, il y a l'attente. On parle de 19-2, il y a 2 ans d'attente entre 2 saisons. Maintenant, avec un Netflix, 2 saisons s'enchaînent en 2 secondes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que dans la façon de concevoir la production d'une série, ça change pour vous? On est dans un autre monde complètement. C'est une très bonne question. Ça change complètement l'approche de développement d'entreprise, de développement de scénario. C'est complètement une autre approche. D'ailleurs, on est de plus en plus comme ça ici au Québec, là, avec les mini-plateformes qu'ils ont, qui ont la taille qu'elles ont, mais ils sont là quand même. On ne nous demande plus du tout de développer de la même manière. Des séries qui durent 4 ans, 5 ans, c'est terminé, ça, là, ou presque. Parce qu'ils veulent avoir de la nouveauté constamment. Alors, il faut constamment développer. Tu as parlé de 2 ans que ce serait correct sur Netflix, mais que tu parlais de... En
En fait, ce que je voulais dire, c'est que la différence, par exemple, c'est que là, on avait 2 ans. Donc, quand vous avez parlé de fallait embarquer à la saison 2, oui, tout à fait. La distance entre chaque saison. Exactement. Oui. Même entre chaque épisode, il y a certaines saisons sur Netflix qui sont livrées par 6 épisodes, Exactement. par exemple. Oui. Alors qu'à la télévision, il y a bien cette attente qu'il faut créer au niveau scénaristique et au niveau de la production, où on attend, on essaye de fidéliser un public à la télé, ce qui est plus du tout la même fidélisation sur les nouvelles plateformes multimédia. Absolument. Totalement différent. Moi, j'aime beaucoup l'approche des nouvelles plateformes. Parce que là, on a l'impression de regarder une œuvre sur 10 heures. On peut la regarder sans commerciaux, on peut la regarder comme on veut. C'est sûr que ça nous amène à créer des histoires différentes. Je ne suis pas sûr qu'un rumeur va aller sur une plateforme comme ça. Ces plateformes-là demandent beaucoup d'histoires qui sont plus près du roman, hein, qui sont plus près de l'écriture d'un roman où tu vas embarquer dans une histoire et ils vont accepter les séries serialized, qu'ils appellent des séries à continuité, parce que les gens vont regarder les 10 épisodes en 3 jours ou en 4 jours, qu'importe, là, en 2 jours. Ce qui n'était pas le cas avant en télévision traditionnelle, même chez les réseaux américains. Les réseaux américains vont marquer, ce ne sont que des séries qui sont fermées. Ils ont un épisode, les gens peuvent le regarder, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Le prochain épisode, les Marvel, tous ces trucs-là, il n'y a pas de continuité dans ces... Tandis que sur ces plateformes-là, c'est la beauté de la chose. Moi, j'adore ça. Ceci étant dit, c'est un grand, grand défi pour le Québec et la production en français. Très, très grand défi. Ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus difficile parce que les gens peuvent comparer. Ils ont ces séries-là quand ils veulent. Ces séries-là peuvent être doublées, peuvent être sous-titrées. Avant, on avait une certaine captivité. Les jeunes, moi, mes enfants, ils parlent anglais, là, je veux dire, couramment. Alors, ils ne regardent jamais la télévision francophone. Ils regardent ces séries-là. Ils regardent ces trucs-là. Alors, c'est pour ça que moi, j'avais décidé il y a 5-6 ans, plus que ça maintenant avec Rumeur, c'est peut-être un peu plus longtemps, de faire des séries en anglais parce que malheureusement, on a de la difficulté à trouver les budgets qu'on veut pour raconter des histoires qu'on voudrait raconter en français parce que ça prend plus de moyens. Il faut que, tu sais, les gens qui regardent House of Cards ou qui regardent Breaking Bad ou qu'importe, là, qui regardent des séries, on ne parlera même pas de Game of Thrones, là, mais les gens qui regardent ça, après ça, ils regardent une série qui a peu de moyens, ça paraît. À un moment donné, ça finit par paraître. Alors, une série comme 19-2, on n'est plus capable de financer ça ici. Ils ne veulent plus qu'on finance de ces... Ils sont plus capables de... Trop élevé? Ça me coûtait 850 000 $, ça, à peu près. Maintenant, ils font des budgets à 650 000 $. Parce qu'ils veulent plus de séries pour les plateformes. Juste pour la saison? Non, par épisode. Okay. Par épisode. Ça, c'est de 850 000 et ça, c'est 2 millions de l'épisode. On ne parle pas de la même affaire, là. Non. Vous voyez tout de suite la différence, comment l'argent est disponible et qu'est-ce qu'ils attendent pour ça, tu sais, qu'est-ce que le public attend et qu'est-ce que les... c'est complètement un autre. On vient de faire une série qui s'appelle Bad Blood, en anglais, qui va être sur Netflix, là. C'est une série de 2,3 millions l'épisode. Même si on parlait des risottos, j'aurais jamais pu faire une série en français sur les risottos parce que je n'ai pas les moyens de raconter cette histoire-là. Moi, je trouve que c'est dramatique. C'est ce qu'on essaye de faire comprendre à certaines personnes au gouvernement, mais il semble que ce ne soit pas très important. Parce que là, c'est l'ouverture des marchés, libéralisation, allons-y. Moi, je vais m'en sortir. Tu sais, on va s'en sortir. Les gens, mais la réalité, c'est que culturellement, ça va être difficile. Là. Ça va être difficile parce qu'on peut bien se trouver extraordinaire là, de faire des séries à 500 000 qui fonctionnent, fugueuses, mais quand tu arrives sur le marché mondial, ça ne marche pas, ça. Tu ne peux plus les utiliser. Tu ne peux pas survivre. Autre question? Oui, peut-être une question. La remarque que tu as faite sur la proximité qu'il y a entre un épisode et un autre grâce aux plateformes actuelles fait finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est une des... que ça va dans le même sens
la proximité plus grande entre les séries télé et le cinéma? Bon, oui. Bien, de toute façon, on sait que, moi, je suis souvent à Los Angeles depuis plusieurs années, là. On sait que les auteurs de cinéma ont eu beaucoup de difficultés dans les dernières années parce qu'il y avait juste des films à grand déploiement. Et là, ils se sont aperçus que la télévision faisait ça avec l'arrivée d'HBO. HBO a commencé à faire des séries qui étaient beaucoup plus intéressantes, qui se rapprochaient du cinéma, autant au niveau du sujet, au niveau de la forme, des réalisateurs. Et là, c'est de plus en plus des réalisateurs de films qui s'en vont en télévision parce qu'ils ne trouvent pas la voie au cinéma, ils ne trouvent pas l'endroit au cinéma pour exprimer leur voix. Pas tous, mais il y en a plusieurs dont c'est le cas. On n'aurait jamais imaginé... je ne sais pas, moi, même les actrices, des actrices comme Nicole Kidman, tout ça, elles ne trouvent pas nécessairement ce qu'elles veulent au cinéma. Elles s'en vont dans un film. Parce que Big Little Lies, c'est un long film. C'est carrément un long film. Tu sais, c'est un film de 10 épisodes. C'est Jean-Marc. Il y en a plein comme ça, là. Quand Boardwalk Empire, c'est Scorsese qui l'a fait. Le meilleur exemple, c'est Steven il l'a pas tout fait, là, mais... Steven Soderbergh, quand même Palme d'Or, 2 saisons entières de Nick, entièrement réalisées par lui. Donc, Alors, il y en a de plus en plus, ça. Mais oui, c'est ce qui fait que le cinéma... là, on parle de médias, hein, des médias différents. C'est quoi un support? C'est quoi... Est-ce que ce serait une question de technologie maintenant accessible? Ça fait longtemps qu'elle est accessible. Mais dans l'industrie dans laquelle les histoires s'inscrivent? La technologie de diffusion? En fait, c'est peut-être, non pas de diffusion, mais de tournage. Non, écoute, non. La technologie de tournage, on l'a depuis longtemps. C'est la même. On travaille avec les mêmes paramètres. On ne travaille pas avec le même temps de tournage. Mais maintenant, regarde, une série comme Big Little Lies, c'est sûr que ça a pris plusieurs jours de tournage par épisode, ça. Ça doit prendre, c'est sûr. Puis Game of Thrones, je veux dire, non, on n'est plus, on est complètement parle de ailleurs. des mois et des mois de... C'est fantastique, là, comme univers. Puis, tu sais, ça leur prend du temps à les préparer de plus en plus parce qu'il y a des moyens derrière ça, puis il y a du temps de préparation nécessaire, il y a de l'écriture. L'écriture est de plus en plus près du cinéma aussi. Encore là, j'ai de la difficulté à penser cinéma, télévision, parce que moi, je raconte des histoires sur un support, sur un média. C'est comme quand des gens vont commencer à dire c'est digital, le monde est digital. Moi, j'ai écrit à plusieurs endroits, je dis, on s'en fout que le monde soit digital. Moi, je m'en fous que le monde soit digital. Tant mieux. Mais moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Alors, que ça en aille sur une plateforme digitale, à télévision, à toutes les semaines, ou en pellicule, c'est pas vraiment important pour moi, ça. Sauf qu'à la télévision, une fois par semaine, ben, tu l'as dit tantôt, c'est construit différemment parce qu'il y a une attente. Oui, exactement. Il y a une attente. Exactement. Mais c'est pas une grosse différence, là. C'est pas... tu sais, il y en avait... Ben, 19-2, ça passait de semaine en semaine, là. On l'aurait fait pour une plateforme, ça aurait été pas mal comme ça. Pas mal. Mais tu as raison que les coupures ne sont pas les mêmes. La fin d'un épisode et le début d'un autre, c'est pas tout à fait la même chose. Quelle série je regardais la semaine dernière, je sais plus. Tu finissais un épisode, puis tu arrivais collatéral. Tu finissais un épisode, puis tu commençais l'autre, il était exactement assis à la même place. On n'aurait jamais fait ça d'une semaine à l'autre. On n'aurait jamais fait ça. Quelqu'un est en train de prendre son café, là, j'exagère, là, puis là, tu recommences l'autre épisode, il est encore en train de prendre son café. Impossible. Maintenant, on peut le faire. Ils font... Parce que c'est un déroulement continu. C'est comme un long film. C'est comme des œuvres... j'associe beaucoup ça au roman, moi. Au grand roman, là, genre Balzac. C'est vraiment comme ça. Je trouve qu'il y en a qui ont des formes beaucoup plus intéressantes, là. Question publique. Ben, comme on parle de
temps, gestion de temporalité de pause. Ce qui se passe dans la télévision traditionnelle, c'est que les gens parlent beaucoup entre un épisode et un autre. Donc je me posais la question, dans une époque en réseau numérique, est-ce que vous prenez en compte ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les discussions des fans, tout ça? Est-ce que c'est... Oui. Ben moi, je le fais pas, là. Personnellement, honnêtement, je suis vraiment pas là-dedans, là, mais j'ai des équipes. On a du monde qui font ça. Ils sont toujours là-dessus. Ils regardent comment c'est. Et les diffuseurs le regardent beaucoup. Et est-ce que ça a un impact sur l'écriture après? Vraiment? Comme on dit pour Stranger Things, que les scénaristes... Ben, les séries sont faites, hein. Je veux dire, comme je te dis. Parce que pour les livrer sur les plateformes, il faut qu'elles soient faites au complet. C'est la grande différence de comment quand je disais qu'on produisait on écrivait en produisant, là, on ne peut plus faire ça. Trop, elle est d'abord destinée à tout TV+. Donc, il faut que nos 10 épisodes soient disponibles le soir même. Parce que les gens peuvent le regarder le soir même, les 10 épisodes. Donc, s'il y a des commentaires, on ne peut pas en tenir compte. Vous voyez? Si, oui, quand dans le téléroman, il y a des personnages qui disparaissent, tout ça, mais tu sais, le téléroman, c'est un genre, moi, je le trouve important parce que, premièrement, ça fait vivre les maisons de production, ça fait vivre des auteurs, ça fait vivre des acteurs. Puis c'est une belle façon de former des gens pour la télévision. Mais le téléroman, c'est à peu près le dernier genre là, qui va de semaine en semaine. Et puis là, il y a des gens qui écrivent évidemment, puis ça influence un peu les auteurs quand ils n'ont pas fini leur texte. Ah non, on est tanné de telle histoire, bien, ils vont se réajuster un peu. C'est un peu ça l'idée de la question? Oui, plus qu'avant. Parce qu'avant, les gens n'avaient pas cette immédiateté-là de réponse, de communication. Dernière question, parce qu'après, il va être passé 7 heures, oui. Je sais que Super Média s'est récemment joint avec Darty Studio. Oui. Mais c'est pas du tout le même genre de production, les deux Absolument compagnies. pas. Et je me demandais ce que vous y gagnez, parce que les deux compagnies gagnent. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne un rassemblement de forces d'administration qui gardent des marques différentes, qui gardent la personnalité de chacune des marques. Ça nous permet d'avoir des investisseurs. Parce que quand on parle des plateformes, puis de Netflix, puis tout ça, là, il faut qu'on y aille développer et qu'on aille voir ces gens-là, puis qu'on essaie de leur vendre des séries. Ça demande beaucoup plus de moyens et de ressources. Donc, j'ai toujours eu la volonté depuis un certain temps d'avoir une consolidation de certaines entreprises. C'est une question administrative, corporative. Non, ça n'a rien à voir parce que c'est des gens qui font complètement autre chose. D'ailleurs, on n'est pas en contact avec ceux qui font ce qu'on appelle le factual, la télé-réalité, toutes ces choses-là. Nous, on fait de la fiction, on fait exactement ce qu'on faisait. Mais c'est une réalité maintenant à laquelle il faut tenir compte. Ben, moi, je ne pouvais pas continuer à avancer là, tout seul comme ça. Donc là-dessus, 2 minutes en retard, on va clore la séance. Donc, merci beaucoup, M. Deschamps. Ça fait plaisir. Déplacé. Donc, merci beaucoup. Merci.